Il y en a un qui me colle vraiment au cul, là. Là, regarde les appels de phare. Vous avez vu les appels de phare, là? Il veut que je dépasse celui de devant, et puis que lui dépasse tout le monde, et puis... Francis et Arlette ne sont jamais rassurés quand ils empruntent la Nationale 4. Il y a 2 ans, le jour de Noël, le couple de retraités rentrait du restaurant. Francis respectait la limitation de vitesse, 80 km/h. On arrivait, direction Paris, là, tout près d'ici, à 50 mètres. Et... c'est pas lourd. Et donc, une voiture s'est déportée sur sa gauche. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu un gros boom. Et on a fait 2-3 tours avec le véhicule. Et on s'est retrouvés sur le bas-côté. Vous avez eu beaucoup de chance? Heureuse, beaucoup oui. de chance. Ouais. Ah oui, bah, moi, on se sent miraculé, hein, c'est vrai. Francis et Arlette s'en sortent avec quelques égratignures, malgré un choc extrêmement violent. Leur véhicule est projeté dans le champ, la portière arrachée. Dans la voiture qui suivait, un couple et ses enfants s'en sortent aussi miraculeusement. Le conducteur qui les a percutés se serait endormi. Il n'avait pas bu d'alcool, Francis non plus. Sur cette portion de la Nationale 4, le moindre écart peut être fatal. C'est vrai que s'il y avait un terre-plein, ça limiterait la casse aussi, quoi. Ça vous rassure pas là d'être là? Non, c'est vrai que s'il y en a un qui fait un écart, eh ben on évite... Non, c'est pas rassurant. Cette partie de la Nationale 4, en Seine-et-Marne, est l'une des routes les plus dangereuses de France. Un accident en moyenne par semaine, et depuis le début de l'année, déjà 1 mort et 4 blessés. À sa création, la RN4 permettait les échanges de fret entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, sa partie en Seine-et-Marne est saturée entre les banlieusards qui travaillent à Paris et les poids lourds. Il y a bien juste à côté une autoroute, mais pour éviter 35 € de péage et un détour de 60 km, les transporteurs se rabattent sur la nationale. 20 000 véhicules jour. 1 sur 2 est un poids lourd. Un axe sous haute tension de seulement 69 km, qui en 10 ans a fait 30 morts et 249 blessés. Des accidents le plus souvent dus à une vitesse excessive. 7h30, les banlieusards se rendent au travail à Paris. Un créneau très accidentogène, pendant lequel les gendarmes renforcent leur contrôle. Ces motards ont été alertés par un de leurs collègues aux jumelles d'un gros excès de vitesse. Bonjour monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît? Le conducteur roulait à 145 km/h au lieu de 90. Mathieu, inspecteur technique dans le BTP, fait la même route chaque jour. 50 km pour se rendre à son travail. Ouais, 139 à 1 km/h. Quelle est l'origine de votre excès de vitesse? En retard. En retard. C'est un retrait permis parce que c'est à une vitesse de plus de 40 km/h. Vous avez consommé de l'alcool? Mathieu est obligé d'appeler son épouse pour qu'elle vienne récupérer sa voiture. Vous estimez votre comportement dangereux ou pas aujourd'hui? Oui, ça peut être dangereux, non c'est clair, c'est clair. C'est une partie à 90, ça peut être dangereux rouler à ces vitesses-là, surtout avec les autres usagers qui roulent à d'autres vitesses. Voilà. Mathieu devrait récupérer son permis d'ici 6 mois. En à peine 2 heures, 29 personnes vont être contrôlées à plus de 110 km/h au lieu de 90. Bonjour. Bonjour monsieur, vous pouvez mettre votre casque s'il vous plaît, de retirer votre casque. Ça c'est interdit. Je suis prudent moi en moto donc. Vous avez été contrôlé à 135 km/h au lieu de 90. Voilà. Voilà. Et vous avez des oreillettes. Donc c'est un retrait de permis.
Depuis 2020, la double infraction vitesse plus téléphone entraîne une suspension immédiate du permis de conduire. Le motard tente de négocier. Regardez mon historique, vous verrez qu'il faut discuter un petit peu avec moi là. Laissez-nous juste discuter. J'ai envie de mourir là. Depuis le début de l'année, sur notre zone, nous avons 5 tués. C'est dur quand même. Pour moi, c'est dur. Pour nos camarades qui vont sur les accidents ou les pompiers qui vont sur les accidents qui constatent des morts, C'est sûr. c'est désolé, c'est dur aussi pour eux. Mais si nous ne faisons pas ce travail-là, nous ne réduirons pas le nombre de morts sur la route. Ça sent le cannabis dans la voiture. Et pour le dernier contrôle de la matinée, Non, ouais, là ça sent beaucoup là. Ouais, ça va. Ouais, non, j'ai Ça sent d'ici. On va fouiller. Là vous sentez un permis, le cannabis. Non, oui, il y a quelqu'un qui fume avec moi il y a tout à l'heure, là, il y a 10 minutes. Attends, là. On va faire le test. Il y a un liseré rouge. Vous Ouais. frottez sur votre langue jusqu'à ce que ça disparaisse. Ah, vous connaissez? Oui, bien sûr. le test détecte frottez-le, le frottez-le. cannabis jusqu'à 10 heures après la dernière consommation. La fouille du véhicule va confirmer les doutes des gendarmes. Donc là en fait on a récupéré un restant de joint en fait. Il était vraiment entre le siège et la porte, ça sent énormément. On peut croire qu'il a fumé au volant. Vous voyez des traits de partout sauf sur le THC, on est d'accord? Ouais. Donc là ça veut dire que vous êtes positif au cannabis, d'accord? Positif au cannabis, excès de vitesse de plus de 20 km/h, pas de ceinture. Et pour couronner le tout, Et le permis là il est 0,0 invalide. Votre permis il est annulé en fait, c'est pour ça que vous l'avez pas récupéré. Comment ça? Ah c'est pas bon là. vous vous rendez compte que le comportement que vous avez peut être dangereux? Il n'y a rien de dangereux. Je serais passé à 140 avec un joint au bec peut-être. Mais là, Là, vous n'avez pas fumé ce matin. non, pas ce matin, hier soir. Hier, dans la journée. Ce conducteur risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il repart libre, mais sans voiture. Elle sera immobilisée 1 semaine en fourrière. Le comportement des conducteurs n'est pas le seul problème sur la RN4. Sur un tronçon de 35 km en Seine-et-Marne, la route passe d'une 2 fois 2 voies sécurisées avec terre-plein central à une route ressemblant à n'importe quelle départementale de campagne. Très étroite, où les camions se croisent à quelques centimètres. Envahie de nids de poules et très accidentogène. Sur les bas-côtés, une dizaine de plaques rendent hommage aux victimes. Les glissières de sécurité ne sont même plus réparées, tellement les accidents sont nombreux. Et sur cette portion, 3 villages coupés en 2 par la RN4. À Monceau-les-Provins, les 321 habitants n'en peuvent plus. En particulier Patrick, agriculteur et père de 3 enfants. Son jardin est à 1,30 m de la route. 85 décibels en son d'ambiance et des camions qui parfois s'invitent chez lui. Un camion citerne vers 5 h du matin pour éviter une voiture, a percuté mon mur, a traversé le mur et s'est totalement ouverte et a déversé du bitume partout dans le jardin. Donc on voit encore des reliquats du bitume sur le mur. Avec le choc, le camion s'est éventré et a déversé son goudron. Le chauffeur s'en est sorti indemne. Au moment de l'accident, la famille de Patrick dormait dans la maison. Une catastrophe comme ça peut se reproduire aujourd'hui, demain. Ça, c'est notre crainte. Et quand nos enfants sont dans le jardin, c'est vrai qu'on n'est jamais tranquille. En plus de cette peur quotidienne, Patrick et sa famille vivent dans une maison qui tremble. Ça va les enfants? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez? Oui. Les nids de poules, juste devant chez eux, engendrent des tremblements à l'étage. Surtout dans la chambre de Célestin, 9 ans. Dans ma chambre, il y a souvent des vibrements. Vibration. Ça t'empêche un peu de faire dodo? Oui. Quand certains matins, Célestin me dit ouais, j'ai pas bien dormi, parce que j'ai entendu les camions toute la nuit, et puis qu'il part à l'école un peu fatigué, quelque part, en tant que père, on culpabilise un petit peu, parce qu'on sait que le sommeil, c'est très important, quoi. Un tronçon aux nuisances insupportables et qui tue chaque année. Depuis 10 ans,
Ces 35 petits kilomètres concentrent près d'un tiers de tous les décès de la Nationale 4. 8 personnes ont perdu la vie dans des chocs frontaux. Comme la compagne de Béatrice il y a 3 ans. Viens. Alors, carrément. Le couple avait quitté Paris pour profiter du grand air à la campagne. 8 ans d'amour et un quotidien rythmé par les trajets sur la Nationale 4. Nadège avait 40 ans. Le jour du drame, cette éducatrice spécialisée allait travailler à Villiers-sur-Marne. Il est 9h13. Nadège s'apprête à entrer dans la commune de Beton-Bazoches, quand soudain une voiture arrivant en face se déporte sur sa gauche. Les 2 véhicules sont pulvérisés. L'autre conductrice, une infirmière, s'en sort miraculeusement. Elle rentrait d'une nuit de garde, la 2e de suite selon son mari. Elle se serait endormie. On sait clairement et pertinemment qu'elle l'a vu venir. Qu'elle a tenté de freiner, enfin, qu'elle a freiné ou en tout cas tenté de le faire puisque les fractures sont significatives. Après l'accident, j'ai beaucoup fait de cauchemars où je me voyais à sa place en fait. J'essayais, comme si ma tête essayait d'imaginer ce qu'elle avait pu voir, ressentir. Peut-être qu'elle aussi, elle s'est rappelée toutes ces fois où on a eu peur, quoi. Et... Avant même l'accident, la route était pour Nadège et sa compagne une source d'angoisse. On a remplacé passe une bonne journée par fais attention sur la route. Moi, cette route, elle m'a pas juste pris ma compagne. Elle m'a pris mon énergie, ma vie, ma concentration, tout. Vous la reprenez, cette Nationale 4, aujourd'hui? J'ai pas le choix. Comme je disais, on est complètement dépendant de cette route. Je peux pas ne pas la prendre. Je suis obligée de passer exactement, mes roues passent exactement à l'endroit où ma compagne est décédée. Impossible pour les habitants de ce département d'éviter cette Nationale 4. Les adultes pour le travail, les enfants pour aller à l'école. Karine s'occupe du ramassage scolaire, mais depuis 3 ans, elle appréhende chaque tournée. Mon collègue allait à l'arrêt de Courtacon. Il y a un camion qui est arrivé derrière. Il s'est mis comme ça pour tourner, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et le camion qui arrivait derrière, en fait, il est rentré dedans. Il est passé entre le panneau de direction et le clos. Il a traversé comme ça, tout droit, avec les enfants à bord. Et il y a eu des blessés? Des blessés, oui, légers, mais des blessés quand même. Le bus, avec 44 écoliers à son bord, glisse sur 50 mètres, s'arrêtant à quelques centimètres des platanes. 8 enfants sont blessés. Les autres choqués. Tout comme les parents qui attendaient à l'arrêt de bus. Le fils de Camille, aujourd'hui au collège, était à l'intérieur du car. J'ai couru tout de suite. Il était pâle, il était choqué, il était l'impression qu'il était ailleurs en fait. Il n'est pas blessé? Non, lui il n'était pas blessé. Dans mon bus, j'ai de la chance. Pour moi c'est un affolement parce que voilà, il y a quand même des enfants qui étaient quand même blessés, d'autres enfants qui ont été choqués et traumatisés. Et toi? Allez, mon bonhomme. Bonjour, qu'est-ce que t'as fait, Capucine? T'es tombée? Tiens, tu t'assois. Vas-y, Kayla. Comme chaque midi, Karine ramène une dizaine d'enfants déjeuner chez leurs parents. Depuis l'accident, quelques aménagements ont été opérés pour limiter le danger. La traversée de ce carrefour a notamment été supprimée. Là, c'est mon ancien circuit. Je devais repartir par là. Donc, quand on voyait pas dans le virage, déjà rien qu'avec les panneaux, là. Alors, l'accompagnatrice, elle se penchait un peu plus. Et puis, on repartait. Bon appétit, à demain. Malgré tout, Karine doit encore couper la Nationale 4 à 6 reprises. À chaque fois le même stress. C'est sec le virage. Ouais, on n'est plus à l'aise une fois que c'est passé. On fait attention 2 fois plus.
C'est pas nos enfants. On transporte pas des betteraves ou... Ces carrefours très dangereux sont situés en plein cœur des villages. Les maires sont à bout. À Monceau-les-Provins, Olivier Arthur et son conseil municipal tentent tout pour les sécuriser, notamment en essayant de faire respecter la limitation de vitesse à 50 km/h. J'ai pas pris le casque aujourd'hui, mais j'aurais peut-être dû. Ils ont installé des panneaux à lumière bleue pour signaler les passages piétons et 2 radars pédagogiques à l'entrée et à la sortie du village. Ils sont incapables de s'arrêter si un piéton veut traverser. 12 000 € d'investissement avec plus ou moins de succès. Le vrai et seul rappel à l'ordre, c'est un vrai radar. On le sait. Il n'y a que lorsqu'on met la main au portefeuille ou quand on perd son permis qu'on ralentit. Sinon, on ne ralentit pas. On a fait des demandes plusieurs fois en préfecture, en sous-préfecture. Des demandes de radar fixe qui n'ont jamais abouti. Mais Olivier Arthur ne lâche rien. Chaque trimestre, il envoie au préfet toutes les vitesses enregistrées dans le village par ses radars pédagogiques. 160 km/h. On est à 139,83 km/h à 17h27, le 15 février, donc un mercredi. C'est l'heure de rentrée scolaire, les grands. La moitié des gens sortent du village en excès de vitesse. On met un vrai radar. 6000 véhicules qui passent en excès de vitesse, il est rentabilisé dans la journée. Quand vous faites ces relevés, vous en avez pas marre? Vous dites pas c'est Non. un coup d'épée dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Non, faut être persévérant avec l'administration. C'est vrai. Oui, faut pas perdre espoir. Puis si c'est pas ce mandat-là, ça sera le mandat d'après. Mais pour Olivier Arthur et les autres maires des communes traversées, la vraie solution, une déviation. Un tracé a été réalisé et chiffré par l'État en 2006, mais il n'y a jamais eu de suite. Au sujet de cet aménagement et des solutions pour rendre la RN4 plus sûre, le préfet de Seine-et-Marne a refusé notre demande d'interview. Pour un pneu, Benoît va risquer sa vie. Ce patrouilleur s'apprête à traverser l'autoroute. Il doit dégager l'obstacle pour éviter un accident. Cette année en France, 32 de ses collègues se sont fait percuter en intervention. Ouais, 701, donc terminé pour la banane de roulement, je viens de la ramasser, je repars. Benoît est en charge d'une zone de 60 km d'autoroute, près de la ville de Sète. L'été, il intervient jusqu'à 20 fois par jour, 4 fois plus qu'en temps normal. Direction de Marseille, un patrouilleur est en train de nettoyer la chaussée. La plupart du temps, il s'agit de sécuriser des automobilistes qui se mettent en danger, comme ce conducteur qui roule à 60 km/h avec ses warnings. Nous, on protège et en espérant qu'ils sortent au prochain échangeur. Le patrouilleur se place derrière lui pour éviter qu'il ne se fasse percuter. Quelques minutes plus tard, il remarque un homme sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. L'usager qui s'est arrêté pour souvenir à ses besoins naturels, il pisse. Benoît en rigole. Pourtant, à cet endroit, l'espérance de vie du conducteur est de 20 minutes. Alors, merci monsieur, bonne route, voilà, et qui repart. Allez, Le patrouilleur n'a pas de pouvoir répressif, il s'est contenté de le protéger. Mais l'automobiliste risque 135 € d'amende et 3 points en moins sur son permis si les gendarmes l'interpellent. Après 300 km parcourus, à la fin de la journée, Benoît décharge ses trouvailles à la déchetterie. Ah, ça, c'est l'objet le plus typique qu'on peut ramasser, très dangereux, oui. Ça pèse une trentaine de kilos, mais c'est un mur. Si on y roule dessus, c'est un mur.
En 20 ans de métier, ce patrouilleur de 42 ans a vu de tout sur la chaussée. Des chaises, des valises, mais aussi il y a quelques jours une machine à laver, ou même une barque, tombée d'une remorque et récupérée au beau milieu des voies. Des 6, 7 et 8 juillet. Le temps d'un week-end de départ en vacances, nous avons suivi ceux qui, comme Benoît, font vivre l'autoroute. Ces anges gardiens, patrouilleurs et dépanneurs, mais aussi les gendarmes, les employés d'une des plus grandes stations-service et 13 Belges qui voyagent de nuit vers le soleil. Un serpent de bitume qui mène à la Méditerranée jusqu'à la frontière espagnole. Entre Lyon et Perpignan, l'une des autoroutes les plus fréquentées de France. Et la mobilisation commence dès le vendredi soir. Et j'ai parcouru déjà à peu près une vingtaine de kilomètres à bord de la voiture trafic. Et je peux vous dire que la circulation est très chargée en ce vendredi après-midi. Benjamin Sirvent est journaliste pour 107.7. C'est bel et bien l'été à la fois en termes de trafic avec des véhicules présents sur les 3 voies de circulation, mais aussi en termes de température. 33 degrés au tableau de bord. La radio la plus écoutée sur l'autoroute. 6 millions d'auditeurs quotidiens. Bien chargé. Allez, c'est parti. Alors que les automobilistes fuient les embouteillages, Benjamin, lui, a pour mission de s'y engouffrer. On souffre avec les vacanciers, mais c'est plutôt quelque chose qui est apprécié justement de voir qu'ils ne sont pas seuls dans ces perturbations et qu'on les accompagne. Là, ça y est, on y arrive. Cet après-midi, un accident est à l'origine d'un ralentissement sur 2 km près de Valence. Et là, j'engrange un maximum d'informations, que ce soit sur la vitesse, la longueur du bouchon, le temps dans lequel on y reste. Et ça me permet de préparer mon intervention dans quelques minutes à la radio. Tous les quarts d'heure, Benjamin fait un point sur ce qu'il vient d'observer, en direct à l'antenne. Pour ne courir aucun risque au volant, il prend le micro sur une aire d'autoroute. Vous allez nous expliquer ce que vous êtes en train de vivre et celles et ceux qui vous accompagnent à Valence. Oui Cyril, je viens de traverser un bouchon et quand on entre dans la difficulté, on passe assez rapidement de 90 km/h. C'est la vitesse maximale autorisée dans la traversée de Valence, à 80 puis 70 et j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard puisque je continue mon périple sur l'autoroute A7 en direction du sud. Bon courage, merci Benjamin. Au QG de la radio, Cyril centralise les informations pour tout le sud-est. Plus qu'un seul bouchon au lieu des 2, l'un dans chaque sens tout à l'heure. Chaque zone géographique a son propre studio. Là ici, on est en Languedoc-Roussillon. Stéphane Fiot, le rédacteur en chef, supervise l'ensemble. Sébastien, qui s'occupe d'une partie du pourtour méditerranéen, donc en l'occurrence la région Languedoc-Roussillon, l'autoroute A9, l'autoroute A61. Comment ça va en Languedoc-Roussillon? Quelques difficultés, trafic dense vers la Méditerranée, mais ça se passe pas trop mal. Là maintenant, on est à Bayonne, on est sur la côte basque et là on est à Toulouse avec Marielle en ce moment qui gère le trafic sur l'agglomération de Toulouse, sur toute la métropole de Toulouse. Voilà, donc en 4 studios, on a traversé toute la moitié sud du pays. Mais le point névralgique, c'est le PC de la société d'autoroute, là où convergent toutes les infos. Stéphane est alerté car un camion a pris feu sur l'autoroute A7. J'ai vu qu'ils avaient neutralisé les 2 voies, il en reste plus qu'une. Grâce aux caméras de surveillance et aux patrouilleurs sur le terrain, les journalistes sont avertis en temps réel des perturbations. L'incident pourrait paralyser toute la région lyonnaise. Et là, en l'occurrence, il y a une entrée d'autoroute qui a été fermée. On comprend bien pourquoi, parce que si on regarde la vidéo, on voit que les pompiers sont sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Donc on empêche les gens de rentrer sur l'autoroute, pas pour les ennuyer, mais tout simplement parce que s'ils rentrent sur l'autoroute, on voit bien qu'ils vont se jeter sur les pompiers. Stéphane a l'obligation légale de diffuser l'information dans les 4 minutes qui suivent l'alerte. Alors, PL en feu, c'est pour ça qu'ils ferment la bretelle? Ok. Marie, la journaliste en charge de la région Rhône-Alpes, interrompt le programme. C'est un poids lourd qui connaît un départ de feu. Restez extrêmement attentifs. Vous allez passer sur les 2 voies les plus à gauche, voie de droite neutralisée. Vous ne pouvez pas accéder à l'autoroute A7 en direction de Lyon et Paris par l'entrée 10 de Condrieu. Donc là, on a interrompu la musique uniquement pour ceux qui étaient sur le Massif central. Il y a un écran tactile ici. Il y a des petites zones
toute petite zone. Et du coup, Marie sait sur quelle zone elle doit appuyer pour ne s'adresser qu'à ceux qui sont concernés par ce véhicule en panne. Ce qui veut dire que pour tous les autres, la musique a continué. Et pour bien arriver à destination, Ils ne sont pas les seuls à être soumis à des délais très précis. À chacun son astuce pour bien arriver. À partir du moment où un incident est signalé, les dépanneurs de l'autoroute doivent eux aussi réagir au quart de tour. Ils ont 30 minutes maximum pour intervenir. Philippe est en charge d'un tronçon de 20 km au nord de Nîmes. Cette voiture blanche vient de percuter un rond-point à l'entrée d'une station-service. Bonjour monsieur, dépanneur. Elle est fatiguée, elle a pris le rond-point. Voilà. Bonjour madame. Ça va. Madame, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh ben, je sais pas, je suis trop fatiguée. Et les ronds-points dans les stations d'essence, c'est le deuxième que je me prends. Alors je suis arrivée là, j'ai pas su freiner. Et puis blanc, je suis repartie de l'autre côté. Voilà. C'est affreux les ronds-points dans les stations d'essence. Ça ne devrait pas être, on devrait pouvoir rentrer tranquille. C'est des sécurités madame pour les pompes à essence. Celle-là, elle partira à la casse. J'en veux plus de voiture. Me porte malheur. Ces ronds-points servent à faire ralentir les voitures pour qu'elles ne foncent pas dans les pompes à essence. Le dépannage est facturé 187 €, des frais qui seront pris en charge par l'assurance de cet automobiliste. Sa voiture va être immobilisée dans ce garage le temps qu'un expert soit envoyé par l'assurance. Ce qui n'est pas pour arranger Raymonde, qui est en plein déménagement. La merde. Elle a quitté Cannes pour rejoindre la Dordogne. C'est ce que les déménageurs n'ont pas pris. C'est embêtant quand même de laisser ça là. Eh bien oui, je ne voudrais pas le laisser. Je voudrais pas parce que c'est des choses qu'on peut me voler. Sinon, moi je ne laisse pas la clé. On ne peut pas prendre la glacière, on ne peut pas tout prendre. Oh là là, je suis fatiguée. Ça m'a fichu un choc nerveux en plus. Ça fait 2 jours, 2 nuits que je ne dors pas. Et il me fait partir faire 700 km alors que je n'ai pas dormi. Je lui ai dit, mais non, il n'y a rien à faire. T'avais qu'à me le dire, il faut tout lui dire, tout. Prenez ce qu'il y a à prendre, on ferme la clé et je redébranche la batterie. Là, elle va rester en moyenne combien de temps, Philippe? Plus rapidement. L'assurance va la faire enlever. Ils n'auront pas de frais de gardiennage. Au bout d'1 semaine, après, ils peuvent avoir des frais de gardiennage. En plus. 14 € pour chaque journée supplémentaire. Mais c'est de partout, comme ça, madame. C'est de partout. Allez, on s'avance, on va aller à l'accueil. Vous me suivez? Attends, il y aura des frais de gardiennage au bout d'1 semaine. Sur l'autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à la fatigue. Pourtant, beaucoup de vacanciers roulent toute la nuit pour éviter les embouteillages. Ces jeunes Belges ont décidé de partir le soir pour rejoindre leur camping au Gros du Roi, près de Montpellier. Ah ouais, donc ça en fait c'est des chapeaux que j'avais achetés. Parce que comme on va aller en France, on ne sera pas en terrain conquis. Maxime, le leader de la bande, a tout prévu. Chapeaux. On a pris pas mal de stuff pour bien montrer qu'on est belge et se faire remarquer. Ah, t'as les ballons, montre un peu ce qu'ils valent. Pourquoi vous avez ramené tant de ballons? Alors en fait, on n'a pas choisi de les ramener. Mais en gros, attends, viens, je vais te montrer pourquoi. En fait, en gros, on a acheté quelques casiers de bière. Mais juste quelques-uns, quoi, pour être sûr. Parce que bon, en France, la bière, c'est pas trop ça. Et en fait, à l'achat de 2 casiers, on avait un ballon. Et du coup, bah, on se retrouve avec 12 ballons. 9 garçons et 4 filles, répartis en 3 voitures. C'est parti pour 12 heures de route non-stop. Un périple de 1000 km. Maxime est plombier chauffagiste. Depuis 7 ans, il passe ses vacances dans le même camping, son petit coin de paradis. On travaille toute l'année pour avoir des vacances, pour s'offrir des vacances, donc pour moi c'est super important. Décompression totale, et soleil, et fête, et voilà, on pense plus à rien, on se tracasse de rien, on s'en fout, on déconne. Ce qui se passe là-bas reste là-bas, et on verra bien après. Mais avant d'avoir les pieds dans l'eau, Maxime va conduire pendant plus de 6 heures. Puis un ami prendra le relais. Pour ne pas tomber de fatigue, il compte sur cette boisson énergisante. Et là, au bout de 4 heures, vous vous sentez comment? Bon là, franchement, ça va. En vrai, ça va. J'ai pris ça, je vais bientôt manger un petit truc, etc. pour grignoter un peu. Mais franchement, honnêtement, là, ça va. Je suis encore
Je me sens encore frais maintenant, peut-être que dans un quart d'heure, je vais avoir un coup de pompe. À 3 h du matin, la fatigue commence à se faire sentir. Maxime et son groupe s'arrêtent pour se ravitailler. Oh. Flo fait pas le plat. Hein. Du carburant pour la voiture et du carburant pour le conducteur. Dans la continuité du premier, ça me suis dit que ça a bien marché, on va reprendre un deuxième. Moi c'est le dernier, après ça c'est fini. Après ça je rends l'âme. On est ici hein, les gars, je sais pas où vous allez mais... Au même moment, à 100 km au sud de Lyon, la station de Saint-Rambert d'Albon se prépare à une journée chargée. Patrice, magasinier, reçoit la première livraison de la journée, 3 fois plus importante que d'habitude. 6 palettes de marchandises. Aujourd'hui, plus de 45 000 vacanciers sont attendus et ils auront le ventre vide. Généralement, ça part vite. Ah oui, ça part vite, oui. On fait le mural frais, on le remplit au moins 2 fois par jour. Les sandwichs, on arrive à y faire 3 fois à 4 fois par jour, et parce qu'il y a énormément de monde. Direction de Toulon, c'est après Carnot, la sortie 6. Durant les vacances d'été, cette station fait 30% de son chiffre d'affaires annuel et double son personnel. Le rush, Patrice y est habitué. 30 ans qu'il travaille ici, au milieu des vacanciers. Ils s'arrêtent vite fait, hein. Ils font une pause rapide. Hein. Les gens, dès qu'ils ont passé Lyon, ils sont déjà dans le sud. Il faut qu'ils mangent vite et qu'ils soient en vacances au bord de la mer. Hein. Merci. J'ai pas le temps d'y mettre que... Dans 1 heure, 1 heure et demie, il n'y en a plus. J'ai des croissants, des pains suisses et des pains au raisin, si vous voulez. Des coups suisses, vous avez? Des coups suisses? Des coups suisses, qu'est-ce que vous me dites, vous? C'est un truc belge, ça sent. La Belge, encore la Belge. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs. On va gagner la Coupe du Monde, c'est les meilleurs. On va gagner la Coupe du Monde. Allez, filez, je vous ai assez vu. En moyenne, les vacanciers dépensent 7 € dans la boutique. Mais beaucoup plus à la pompe à essence. En cette journée classée rouge, la station a fait des réserves. Près de 540 000 litres de carburant. Elle a aussi mobilisé un vigile pour assurer la sécurité du site. Et ça commence mal pour Jérôme, avec une barrière automatique en panne. Vous allez faire ça toute la journée? Non, ça va s'en remettre en route. J'espère. C'est quand il y a du monde que ça tombe en panne. Il faut absolument qu'elle redescende, la barrière? Oui. Pourquoi? Si autrement les clients ils partent sans payer. Autrement je me mets devant, c'est pas grave. Une fois la barrière réparée, Jérôme est interpellé par le caissier. Une famille de touristes allemands refuse de payer. Ils ne sont pas d'accord avec le prix qu'on leur réclame. Mais le problème, c'est que personne ne se comprend. 9. Ok. On leur réclame 71 €, mais selon eux, ils n'ont que 40 € à régler. Combien t'en as pour... Ah, litre. 40. Apparemment, les touristes auraient confondu le nombre de litres et le prix en euros. Pour lui prouver qu'il se trompe, Jérôme emmène le conducteur à la pompe. Litre. Ok. Voilà. Jérôme pense l'avoir convaincu, mais le père de famille insiste. Il ne veut donner que 40 €. Non, litre. Et ils veulent pas payer, donc on va attendre. Là, du coup, ça crée un bouchon, Oui, ça crée un bouchon. Donc, mais tant qu'ils n'ont pas payé, partiront pas. L'unique caisse de la station est complètement bloquée depuis 20 minutes. Fabrice Blangerot, le directeur, est obligé d'intervenir. Un touriste qui assiste à la scène va jouer les interprètes. Mais le problème s'avère encore plus compliqué. Mais il croit que c'est 44 €. Mais le monsieur me dit qu'il a mis 90 €. Non, il a mis 71 €. Non, il me dit qu'il vous a donné 90 €. Non. Non, il a pas donné 90 €. Non, le deuxième. Non. 50. Il me dit qu'il a donné 50. 50. Non. Pour vérifier la somme qui a été donnée à la caisse, Fabrice part consulter dans son bureau l'une des 40 caméras de vidéosurveillance. En quelques secondes, il retrouve la scène.
La voiture des touristes allemands arrive à la caisse. Le chauffeur glisse de l'argent, puis le caissier contrôle la somme. Il s'agit bien d'un billet de 50 €. Que 50 €. Ouais. Qu'un billet de 50. Vous lui donnez qu'un billet de 50. J'ai la caméra. Plus d'échappatoire pour les touristes. Ils finissent par payer. Ce problème est à peine résolu qu'un autre survient. Cette fois-ci, de l'autre côté de la station, au beau milieu des tables de pique-nique. L'homme en t-shirt importune des clientes. Il s'amuse à les prendre en photo. Visiblement, il est très éméché. Attention, hein. Portable, sacoche. Originaire des pays de l'Est, ce chauffeur routier a pris sa pause obligatoire sur l'aire de Saint-Rambert. Normalement, il ne devrait pas prendre la route pas avant dimanche 22h. Mais si vraiment il est casse-pied, j'appelle la gendarmerie puis ils vont s'en occuper. Mais je veille au grain. Je fais attention à lui. Pour l'éloigner des vacanciers, Jérôme va tenter de le convaincre d'aller faire une petite sieste dans son camion. Where is the truck? Allez, viens, on va au camion? Si. Allez, viens. Ouais, come. Ira? Il est au capot, hein? Non. Ouais, si, capot. Au vu de son état, le routier a bien du mal à reconnaître son camion parmi les 200 poids lourds stationnés. Un cauchemar pour Jérôme. Ouais, truck. Celui-là? Allez, dedans. Allez. Non, mais... Ok? Qu'est-ce qu'il me raconte? Le chauffeur est complètement perdu. Le vigile n'a plus le choix. Il va prévenir les gendarmes. L'homme ne tient même plus debout. Sit down, ok? Ouais. Quelques minutes plus tard, ils embarquent le chauffeur. Les jours de grand départ, les pelotons de gendarmerie d'autoroute peuvent intervenir jusqu'à 70 fois par jour, 3 fois plus qu'en temps normal. À Narbonne, une patrouille est appelée en urgence. Un poids lourd vient de percuter une voiture. Pour arriver le plus rapidement sur place, les gendarmes vont pousser jusqu'à 230 km/h. Cette petite voiture a été percutée, puis poussée sur une dizaine de mètres par un camion. La conductrice est indemne, mais elle est en état de choc. Je suis stressé, je me suis... Il a dû me pousser et faire pivoter ma bagnole et après on s'est arrêté comme ça, lui et moi quoi quand même. Vous êtes retrouvés à l'avant du camion. Regardez la gueule de mon côté là, ça a servi de frein. Il n'y a plus de gomme, il n'y a plus rien, je suis sur la jante. Le routier espagnol, ici au premier plan, vient expliquer aux gendarmes que ses freins se seraient bloqués et qu'il n'a rien pu faire. Allez-y. Mais ces derniers vont se rendre compte que le chauffeur a dépassé de 8 heures son temps de conduite autorisé. Il peut repartir, mais doit payer 270 € d'amende. En ces jours de trafic chargé, les excès de vitesse sont rares. Les gendarmes se concentrent plutôt sur d'autres types de délits. La patrouille vient de repérer une voiture transportant 2 jet-skis et circulant sur la voie de gauche. Le gendarme suspecte ce véhicule de dépasser avec sa remorque les 7 mètres autorisés sur cette voie. Il veut mesurer. Les pesants, c'est pas toi qui les as. C'est Fred. Ouais. Et Fred, il est où? Il est là aussi? Il est là, ouais. 9 ah bah c'est ce que j'avais mesuré à pied. Donc vous êtes à 9 mètres de longueur. Donc plus de 7 mètres, c'est interdit, troisième voie. Vous ne savez pas? Non, pas du tout. Okay. En fait, on m'a jamais arrêté pour me le dire. Donc. Non, c'est vrai. En plus, que ce soit ici, même dans le coin chinois à Marseille, je ne le savais pas. D'accord.
Là, ce qu'on va faire, c'est les collègues qui ont les... Bon, on va peser la voiture parce que l'arrière semble bien chargé. Donc ce qu'on fera, on va vous amener là-haut, on va peser, voir si vous êtes en surcharge ou pas. D'accord? Après la longueur, le poids. Pour le jeune homme, les ennuis ne font que commencer. Avec la voiture, il a combien déjà là? La voiture est en surcharge, la remorque aussi. Pour tracter plus de 900 kilos, le permis voiture ne suffit pas. 900 la remorque. Et 900 la remorque. Donc il faut que vous appeliez quelqu'un, là, le véhicule est immobilisé ici. Monsieur? Le jeune homme va tenter de négocier, mais en vain. Il n'y a pas un moyen de faire une fleur à Chemarron, là, je suis seul, je connais quoi. Non, là, il faut appeler quelqu'un qui ait le permis requis pour récupérer la voiture. Oui. C'est comme ça. Parfois, l'été commence mal. C'est lui qui a les papiers. C'est toi qui as les papiers, là. D'autres sont plus chanceux. Ah, fais pas trop le malin, toi. Tout a roulé pour les Belges. 10 h du matin, ils prennent enfin possession de leur bungalow. Une fois les bières au frais, les vacances peuvent enfin commencer. Vas-y, commence ça. 2 semaines de pur plaisir. On va bien profiter. Honnêtement, on va bien s'amuser. Au retour, ils feront à nouveau le trajet de nuit. Après, disent-ils, avoir fait la fête une dernière fois. Bonjour monsieur, ça va? C'est quoi? On est suspendu. T'étais suspendu suite à quoi? Bah, moi, je dis que les seules problèmes que j'ai eu, c'est que j'avais des contrôles positifs au stup. C'est tout, hein. Positif au stup? Vous travaillez pour qui? Voilà, avec ça, là, je vais récupérer le camion, je ramène mes affaires à la déchetterie. Ah, c'est pour amener les affaires à la déchetterie? Quand on se positionne ici, en moins de tous les 3-4 voitures, il y a un défaut de permis ou une suspension ou une annulation de permis. C'est systématique. Que ce soit en ville ou à la campagne, c'est comme ça. Hein. Mais c'est tous les profils. Hein. Je vous dis, ça peut être du père de famille, aux jeunes de cité, ou ça touche tout le monde. Hein. L'an dernier, plus de 120 000 défauts de permis ont été constatés en France. C'est un contrôle de police, vous coupez le moteur du véhicule. Présentez le permis de conduire et les papiers du véhicule. Vous avez 0 points, monsieur. Vous avez plus de points sur votre permis. La conduite sans permis est punie d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le double en cas de récidive. Pourtant, la sanction n'est pas dissuasive. Surveillez vos points parce que ça peut aller très vite. Hein. Ok. Il serait près de 800 000 automobilistes à conduire sans permis, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. Plus 54% en moins de 10 ans. Là, j'entends la sirène de la police. Voilà, ils sont juste derrière moi, là, ça me stresse grave. Ils sont juste derrière, là. Regarde. Oh là 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 là. Cela fait presque 2 ans qu'Abdel vit comme un fugitif. Ah là, mon cœur, il bat, là. Oh là là. Chef d'entreprise dans l'événementiel, il passe minimum 6 heures par jour au volant. Abdel a renoncé à l'achat d'une voiture sans permis, incompatible avec son activité professionnelle. Il dit ne pas avoir trouvé d'autres solutions. On travaille toujours en déplacement, des chantiers, il faut transporter les gars, il faut transporter du matériel avec quoi on travaille et tout. On ne peut pas tremballer avec ça dans le transport. Je ne peux pas perdre un chantier à cause des points, ou bien de mon permis. Son permis a été annulé suite à une série de petites infractions, notamment des excès de vitesse, inférieurs à 10 km/h. Les ronds-points qui sont cachés comme ça, ah là, ça me stresse grave. Là. Sa plus grande hantise, l'accident. Des accidents comme ça, matériels, ça va, on arrive à régler le problème, de payer, de s'arranger, de refaire la voiture, de réparer les voitures. Mais c'est quand il s'agit des trucs corporels, comme les trottinettes, les vélos et tout ça, là, c'est... Là, bonjour les dégâts. En cas d'accident, l'assurance peut se retourner contre le conducteur et lui demander de payer les dommages et intérêts aux victimes. Abdel le sait, il n'a donc pas le droit à l'erreur. Là, je fais attention à tout. Les clignotants, le portable.
portable interdit. Avant, je tiens pas le volant comme ça, on s'amuse, on s'en fout. Mais maintenant, il faut que je tienne le volant bien droit. Tous les gestes qu'on zappe avant, on s'en foutait. Maintenant, ça devient un rituel. Ce genre de truc, avant, je le faisais. Le dépassement pour la bande d'arrêt d'urgence. Mais maintenant, non, je peux plus. Hein. C'est pas grave, je mets 20 minutes de plus, mais c'est pas grave. Même la façon de s'habiller, il faut la changer. Quand ils te voient en survêt et tout ça, ils se sentent tout le temps. C'est là qu'on se fait arrêter. Maintenant, il faut que je m'habille tout le temps classe et tout, bien rasé, pour montrer comme quoi on n'est pas vraiment délinquant. La perte de son permis a surtout eu l'effet d'une déflagration sur sa vie de famille. Abdel est papa d'une petite Lila, 6 ans. Ça va? Bisous, papa. Nadia, sa femme, est mère au foyer. Suite à une méningite contractée à l'âge d'1 an, Lila est devenue hémiplégique. Maman, elle a fait des cakes. Son handicap nécessite qu'elle se déplace uniquement en voiture. Ce n'est jamais Abdel qui conduit, même pour les trajets les plus basiques. Tu veux que c'est papa qui vienne te chercher à l'école? J'ai pas de permis, j'ai peur qu'il y ait la police là-bas. C'est ça. Il faut que papa qui vienne me chercher à l'école. Tout le temps. Elle réclame tout le temps ça. Elle dit pourquoi il y a les enfants, des fois c'est leur papa qui les dépose, qui les récupère. Ben. Ça me touche. Hein. Elle se prive de son papa. Hein. Tous les rendez-vous, surtout sur Paris, à Necker et tout, je peux pas. J'ai peur qu'il va se passer quelque chose, ou bien surtout sur un contrôle, elle va paniquer. Puis elle a des crises d'épilepsie, hein, parce que... voilà. Et c'est ça que j'ai peur. Mais j'arrive plus maintenant à l'emmener. Heureusement, Nadia, sa femme, a toujours son permis. Et ses 12 points. Je fais tout moi-même. Courses, les contrôles, ces rendez-vous. Et je gère mes rendez-vous. Je peux bouger entre 9h et 11h. Le matin, je dois déposer à 11h45, je dois la récupérer. Ça veut dire le temps pour moi, si j'ai un rendez-vous, par exemple, il y a un retard, je peux plus. Ça y est, je peux plus compter sur lui, comme une mère célibataire. Je sers à rien. Sans permis, non, je suis pas utile. C'est un fardeau très lourd pour elle. Un fardeau pour sa femme et un risque considérable pour Abdel. En conduisant sans permis, il s'expose à une peine de prison. En 2020, plus de 40 000 condamnations ont été prononcées, allant de la simple amende jusqu'à l'emprisonnement. À 45 ans, Raoul fait partie de ces automobilistes lourdement condamnés. Récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Ce père de famille célibataire a été condamné à 10 mois de prison pour conduite sans permis en récidive. Une peine aménagée avec bracelet électronique. C'est quand j'ai fait appel. Testé plusieurs fois positif au cannabis, Raoul a perdu son permis il y a 3 ans. J'avoue sincèrement que là, oui, j'ai fait une grave erreur et que je mérite une sanction par rapport à ça, car j'ai fumé 1 heure avant de prendre le volant. À sa condamnation s'ajoutent plus de 7 000 € d'amende et de frais de justice. Ça m'a mis une sacrée claque au niveau financier. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on vous retire votre permis, on vous retire soit votre travail ou la possibilité d'aller travailler, comment vous allez payer vos amendes si vous ne travaillez plus, si vous n'avez plus de boulot et que vous ne pouvez plus aller le chercher? En fait, on vous fait rentrer dans un cercle et vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. Mais après, j'assume complètement ce que j'ai fait et j'assume les sanctions. Même si je les trouve excessives, abusives, voilà. Sans emploi, Raoul vit des 500 € du RSA. Malgré sa condamnation, Raoul continue de prendre le volant, nous dit-il, quand c'est indispensable. Donc là, du coup, je passe déjà par là, parce que normalement, ils sont toujours postés au carrefour là-bas.
Je vais un petit peu me dépêcher parce qu'on ne sait jamais. Ce jour-là, il va récupérer son fils au collège. Il n'y a pas d'autre choix car il termine à une heure où il n'y a plus le ramassage scolaire. Il y a 10 km à peu près. Et même qu'il le fasse en vélo, c'est très dangereux. C'est une route de campagne, il y a beaucoup de camions qui passent et les gens se permettent de rouler à des vitesses excessives. Je préfère prendre le risque de prendre la voiture, mais au moins je suis sûr qu'il est en sécurité. Raoul n'a que 5 minutes de trajet. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi le plus tôt possible. Là, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'ai surtout peur de me faire arrêter. J'ai surtout peur de ça. Par un simple contrôle banal qui peut se transformer en prison. Donc voilà. Donc là, je suis au collège de mon fils. Raoul a la garde exclusive de son fils Rémi, 13 ans. L'adolescent sait tout des déboires de son père. J'ai bien passé la journée? Oui. Bisous. Pour optimiser sa seule sortie de la journée, un stop s'impose à 100 mètres de là. Je vais que à ce supermarché-là, car l'autre qui est moins cher, il est à l'autre bout de la ville. Et du coup, ça me fait prendre encore 2 fois plus de risques si je vais à l'autre bout de la ville. Vous faites des courses là où c'est le moins dangereux pour vous. Céréales, il reste toujours? Non, c'est bon, il m'en reste toujours. Raoul avait pour habitude de faire ses courses au jour le jour. C'est de l'avance et puis on en prend 4 et après, ça m'évite au moins de revenir tous les jours chercher le pain. On a de très bons congélateurs à la campagne, donc congélateur. Avant de quitter le magasin, toujours les mêmes questions. C'est bon pour toi? Oui, c'est bien. Il manque rien à la maison? Non, rien. Fourniture scolaire, Non, tout ça? bon. Tout est ok? Tout est ok. T'es sûr? Sûr, ça va. Parce qu'on revient pas, hein? Oui. Donc c'est bon? Sûr, ça va. Bon, ben là, on est parti. Voilà, donc quand on arrive ici, je suis soulagé. Je me dis, enfin, je suis à la maison, j'ai fait ce que j'avais à faire et enfin, je vais pouvoir souffler et ne pas stresser. Un soulagement pour Raoul, mais pas pour Rémi. L'adolescent a dû arrêter d'aller à son club de football, situé à 20 minutes en voiture de leur domicile. C'est pénible parce que tous mes amis, leurs parents peuvent les emmener où ils veulent. Et moi, j'aimerais bien que ce soit normal. Tu en veux à ton papa? Non, je l'en veux pas. Je vais pas dire c'est pas de sa faute parce que si, mais il essaye de faire son maximum. Après, c'est pas facile pour lui aussi. Du coup, bah non, je lui en veux pas. Vous sentez coupable, vous, de lui imposer cette situation? Ah bah absolument, absolument. Un enfant, il a pas à subir les conneries que ses parents font. Je le prive dans une situation où c'est là où il a le plus besoin. Et moi, à part le renfermer à la maison, on va plus se promener, par exemple, aller à la pêche comme on pouvait aller, ou aller au cinéma, à la piscine. Non, ouais. Vous voyez, rien que de vous en parler, j'ai quasiment les larmes aux yeux, quoi. Parce que ça me fait chier pour lui. T'as besoin d'un coup de main? Pour récupérer son permis, Raoul doit repasser le code, ainsi que des tests psychotechniques et une visite médicale. Environ 500 € de frais, qu'il dit ne pas avoir les moyens de payer. Abdel, le chef d'entreprise dans l'événementiel, a lui choisi une autre option. Faire appel à un avocat spécialiste du droit routier. Maître Franck Cohen, 19 ans de métier, 2500 dossiers à son actif. La réputation d'être redoutable pour faire sauter les retraits de points de ses clients.
Lorsqu'il s'agit par exemple de radars automatiques, eh bien, nous allons demander la copie du cliché photographique qui, dans la grande majorité des cas, ne permet pas l'identification du conducteur. Lorsque l'on peut prouver que matériellement, eh bien, le conducteur n'est pas identifiable, on va pouvoir remettre en cause l'imputabilité de l'infraction. Lorsqu'une personne eh bien, a été flashée mais qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal de contravention, on va pouvoir là aussi contester le cas échéant l'amende même majorée en expliquant que finalement, en ne lui envoyant pas la contravention, la personne a été privée du droit de contester. Et c'est sur ce terrain-là, sur ces failles de procédure, que nous intervenons pour que les droits soient rétablis. Est-ce que récupérer ces points de cette manière, c'est pas un petit peu tricher avec les lois et jouer avec les lois ? Absolument pas. J'estime qu'on est sur un système qui ne fait que s'aggraver en réalité, puisque le nombre de contrôles augmente de plus en plus. On est sur un développement particulièrement important de la vidéoverbalisation, des radars tourelles. On est sur un système qui se veut de plus en plus répressif. J'en veux pour preuve également la réduction des limitations de vitesse à 30 km/h dans certains endroits, et notamment sur Paris, qui rendent, je dirais, l'aptitude à conserver son capital de points de plus en plus improbable. Je pense qu'il y a évidemment une volonté de faire baisser le nombre de morts sur les routes qui, évidemment, correspond à un enjeu de premier ordre. Mais je pense aussi, là aussi, que certaines répressions ont plus vocation à essayer de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses de l'État. Après 1 an et demi de procédure, 2 000 € de frais d'avocat facturés à son client, Maître Cohen a une bonne nouvelle pour Abdel. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus jamais stressé en prenant le volant, puisque je vous ai récupéré votre permis de conduire avec vos 12 points. C'est génial, ça. Oui, c'est... C'est une bonne nouvelle, celle-là, maître. Ouais. C'est génial, ça. C'est comme je sors de prison, là. Ma fille, elle doit être contente. Moi, j'ai le droit d'y aller, de la récupérer à l'école. Demain matin, déjà, de première heure, je vais la ramener à 8 heures. Le gouvernement envisage de supprimer le retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Vendredi 21 août, en début d'après-midi. Sur la route nationale 79, les pompiers de Saône-et-Loire tentent de désincarcérer 2 personnes d'une voiture accidentée. J'ai ma perche. La cheville gauche apparemment serait coincée dans une pièce de métal. Je pense que vous avez votre dossier en arrière, madame. Vous me dites si ça vous fait mal, j'arrête. D'accord ? Attends. C'est bon. Ton coupe ceinture. Ceinture. Leurs enfants, légèrement blessés, ont déjà été transportés à l'hôpital. À gauche, cette voiture grise les aurait percutés de front. Le chauffeur, entre la vie et la mort, est le premier à avoir été évacué. Pour sortir les 2 adultes gravement blessés, les pompiers ont découpé le toit et les portes. On colle le monsieur à la planche. Colle-le en premier. On colle le monsieur à la planche. Et après, on descend la planche. Allez, la tête, c'est Christophe qui va dessiner là-haut. Pour protéger la colonne vertébrale, la tête du blessé doit être maintenue dans l'axe du corps. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Hissez. Vas-y, baisse la planche, baisse la planche. Bascule la planche. Vas-y, tous les genoux sont dégagés, tu peux, c'est le moment. Ça va se bloquer. Vous êtes avec moi là ? Baisse, Xavier. Baisse. C'est bon. C'est bon les pieds. Attends. Pied gauche. Basculez. Bascule pas tout de suite, tire un peu. Tire en arrière. Bascule, c'est bon. Allez, direction brancard. C'est bon à 4 les gars ? Ouais, c'est bon. Reste maintenant la passagère, dont les jambes sont encastrées dans l'avant de la voiture. On va se positionner au centre de la voiture et on va pousser le tableau de bord pour dégager vos jambes. D'accord ? On va commencer à dégager. Ça va pousser un petit peu, vous allez sentir les jambes se dégager un petit peu, d'accord ? C'est normal. Si ça fait mal, vous me serrez la main. Ça avait été fermé. Bougez pas. Madame, vous avez un morceau de plastique qui est dans votre cheville, là. J'ai essayé de l'enlever, d'accord ? Vous me dites si je vous fais mal. Là, j'ai dû vous délivrer, là, non ? Ça va mieux ? Vous sentez mieux ou pas, là, madame ? Ça va ? C'est parti. On fait la même manœuvre que tout à l'heure, Paul-Marie. 2 heures après le choc, les 2 victimes sont évacuées par hélicoptère. Cet accident, qui a fait 3 blessés graves, vient encore alourdir les mauvais chiffres de la sécurité routière cet été dans le département.
En Saône-et-Loire, 85% d'accidents en plus en juillet par rapport à l'an dernier. Plus 7% au niveau national. Le département est traversé du nord au sud par l'autoroute A6, l'une des voies les plus empruntées d'Europe pendant la saison estivale. Il est également parcouru d'est en ouest par des routes nationales qu'on appelle RCEA, pour Route Centre-Europe-Atlantique. Les véhicules s'y croisent parfois sans aucune visibilité. L'axe est particulièrement meurtrier. C'est justement là qu'a eu lieu l'accident qui a fait 3 blessés graves. Toutes les victimes sont maintenant évacuées. Les gendarmes commencent leur enquête. T'as pas de papier par rapport? Il a rien du tout, il a rien là-bas, il avait juste son téléphone. Il faut d'abord déterminer si l'homme qui conduisait cette voiture en est bien le propriétaire. Attends, je vois qu'il y a des papiers là-bas niveau conducteur. De l'autre côté, là, t'as une carte. Tu trouves ou pas? T'as rien, il y a une bouteille de flotte, il y a un stylo. Les gendarmes vont trouver une étiquette de bagage avec un numéro de téléphone. Ils vont le comparer avec le macaron de l'assurance. Non, j'ai pas essayé d'appeler 190. Vérification faite. Le nom du propriétaire du véhicule correspond bien à celui inscrit sur cette étiquette. Je vais aller leur donner ça, pour moi. Non, mais c'est ça, c'est bon, c'est sûr. Et après, par rapport au téléphone, c'était bien lui. Et le téléphone, on le garde? Comme il s'agit d'un accident corporel grave, l'enquête judiciaire doit maintenant déterminer précisément les circonstances du drame. Qu'est-ce que vous faites? On prend des éléments sur le véhicule qui pourront être intéressants pour l'enquête après. Donc, c'est-à-dire l'état des pneus, avant, arrière. Regardez le kilométrage s'il apparaît encore sur le compteur. Vérification des papiers s'ils sont encore à l'intérieur. Et des petits points de détail particuliers sur le véhicule qui pourraient éventuellement être intéressants pour l'enquête à suivre derrière. Voilà. Il mesure également la largeur de la chaussée. Donc on est à 3,80 pour une voie. La position exacte des véhicules et les différents points d'impact. Il me manque donc la longueur de la chaussée, ça c'est tout bon. Il manquait un point de choc avec le véhicule B, je pense. Ouais, point de choc avec le véhicule B. Ces mesures permettront de réaliser par la suite un plan de l'accident qu'ils pourront comparer avec les témoignages recueillis sur place. Voilà. Comme celui de ce couple de vacanciers, des miraculés. Ils roulaient juste derrière la voiture qui s'est fait percuter. Il y a une voiture qui déboîte en face de nous, pour quelle raison, on ne sait pas. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut au mieux. Donc on a essayé d'éviter, mais on n'a pas réussi complètement. Choqués mais indemnes, ils peuvent rassurer leurs proches. Bon, vous inquiétez pas, on n'a rien. Hein. Nous, voilà, on est un peu secoués, mais ça va. Donc, ouais, le dépanneur est là, ils vont emmener réparer la voiture, et puis on va rentrer chez nous. Et puis on verra ce qu'on fait après. Hein. À la gendarmerie de Mâcon, comme après chaque accident, le capitaine Peignet, le chef de l'escadron de sécurité routière, vient compléter une carte déjà bien chargée. C'est une carte qui représente tous les accidents du département. Donc les punaises rouges signifient qu'il s'agit d'un accident corporel et les punaises noires, un accident mortel. Et pour les deux roues, on met un petit morceau de papier blanc pour matérialiser les accidents mortels de deux roues. Et cette année, les punaises sont très nombreuses. En 2015, l'accidentologie est en hausse par rapport à l'année précédente et voire il y a 2 ans. Nous sommes malheureusement déjà à 27 tués sur nos routes. 27 tués de janvier à août. Il y en avait eu 30 pour toute l'année 2014. La majorité de ces accidents a lieu sur le réseau secondaire, moins sécurisé et moins surveillé que l'autoroute. Au centre autoroutier de Genêt, 15 contrôleurs se relaient jour et nuit pour scruter les 570 caméras qui filment en permanence l'autoroute de la région Rhône-Alpes jusqu'au nord de la Bourgogne. Ça va, je vous signale, il y a un accident en Lyon-Paris au 446, donc ça bouchonne pas mal. Rien de grave. Cette fois-ci, le ralentissement se résorbe très vite.
Mais il y a de plus en plus de monde sur la route et les automobilistes, visiblement, ne sont pas très prudents. Nous sommes à 3600 véhicules/heure, avec une vitesse moyenne à 125 km/h, ce qui n'est pas négligeable. Et habituellement, on est plus sur des vitesses moyennes à 117 km/h. C'est une autoroute à 3 voies, il ne pleut pas, on voit à la caméra, il ne pleut pas. Bon. Pour l'instant, le gros du travail pour les contrôleurs est de traiter les appels émis depuis les bornes oranges le long de l'autoroute. Appel d'urgence. Sécurité des autoroutes, bonjour. La plupart du temps, des automobilistes en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais, vous allumez les feux de détresse sur le véhicule, vous vous mettez derrière les barrières et je vous envoie un dépanneur dans 30 minutes à peu près. Les problèmes sérieux vont commencer avec l'apparition de la pluie. Bon, avec ce qui tombe, bonjour. Hein. C'est impressionnant, c'est dangereux. Comme c'est la première pluie chez nous depuis un certain temps, les routes peuvent être particulièrement glissantes. C'est ce qu'on appelle le fameux verglas d'été, c'est-à-dire qu'avec les dépôts de carburant, de poussière, il n'a pas plu depuis longtemps et là, ça peut être glissant. Nos clients peuvent se faire surprendre, effectivement. Ce verglas d'été est peut-être la cause du carambolage pour lequel les pompiers viennent d'être appelés. Gendarmerie sur les lieux. Un accident entre 3 voitures s'est produit sur l'autoroute A6. Les pompiers vont d'abord sécuriser la zone pour éviter d'autres accidents. Tu restes là. Ok les gars, on balise à l'aide des cônes de Lubeck. On remplace le triangle de signalisation, le petit là par le nôtre. D'accord ? Vous n'êtes pas blessé vous ? Non, pas du tout. D'accord. Le périmètre de sécurité est établi. Les pompiers vont maintenant débrancher les batteries de chaque voiture accidentée pour éviter un incendie. C'est bien. Dans le même temps, le reste de l'équipe a pris en charge les victimes. Les gendarmes, eux, commencent leur enquête. Allez-y, soufflez, je vais vous aider. L'alcool n'est visiblement pas en cause. Il y a eu un ralentissement, le conducteur du premier véhicule a ralenti, a surpris le conducteur du deuxième véhicule qui a tenté une manœuvre d'évitement puisque le choc est minime. Le troisième conducteur, lui, a été surpris et rentré en collision dans le véhicule du milieu. Lorsqu'il pleut, la distance de freinage est en moyenne multipliée par 2. Laetitia, 33 ans, revenait de ses vacances. La voiture qui la suivait lui est rentrée dedans. Vous avez toujours un petit peu mal au dos ? Plutôt fracturé, oui. Ouais. Je sais pas si c'est le stress ou si c'est ça. Bon, bah, vous restez bien longé, vous ne bougez pas. Dans ce type d'accident, dès qu'une personne se plaint de douleur, même minime, elle est emmenée à l'hôpital. On va transporter la personne pour passer des examens complémentaires aux urgences de l'hôpital de Mâcon. Sur les 3 voitures impliquées, 2 blessés légers seront transportés aux urgences. Il faut maintenant vite dégager l'autoroute pour rétablir la circulation. Pour éviter de provoquer d'autres accidents, les pompiers étalent un absorbant sur les taches d'huile laissées sur le goudron. En tout, l'intervention aura duré 50 minutes. Cette nuit-là, au croisement de l'A6 et de l'A40, les gendarmes mènent des contrôles d'alcoolémie et de consommation de drogue. Vous avez juste à souffler 5 secondes dans l'appareil. A priori, une opération de routine. Mais elle va mettre en évidence le retour des comportements à risque. Parfait. C'est l'une des causes de l'augmentation du nombre d'accidents. Encore. C'est tout bon. Donc vous êtes bien positif, monsieur, d'accord? Donc vous allez venir avec moi, on va vous accompagner. En bas, j'ai mon véhicule avec l'éthylomètre embarqué, on va vérifier ce qu'il en est, d'accord? Pour connaître le taux exact d'alcool dans le sang, le conducteur va devoir souffler dans un autre appareil. Allez-y, donc comme vous voyez, vous allez voir des petites étoiles. Tant que je vous dis pas d'arrêter, vous soufflez. Encore, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je vous invite à constater votre taux, monsieur. Voilà, vous êtes à 1,21 mg, sachant que la limite est à 0,25 avec cet appareil-là. Ça veut dire que vous êtes pratiquement à 2,40 g d'alcool dans le sang. Hein? Avec un tel taux, ce conducteur multiplie par 35 le risque d'avoir un accident. Vous aviez conscience d'avoir autant d'alcool dans le sang? Ah bah ouais, complètement. Je sors d'un mariage.
Son permis est immédiatement saisi. Même après 22 ans de gendarmerie, Grégory Vuillaume ne comprend toujours pas ce type de comportement. C'est ça qui est vraiment surprenant. Hein. Vraiment surprenant qu'on arrive encore à avoir des taux d'alcoolémie aussi importants sur des gens qui s'engagent sur une autoroute, quoi. Ça nous surprend vraiment à chaque fois, quoi. Le conducteur ivre a appelé des amis pour le raccompagner chez lui. Il sera convoqué au tribunal. Il risque un retrait de permis, 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Sur le week-end, les gendarmes de Saône-et-Loire vont confisquer 6 permis d'automobilistes en état d'ivresse et 2 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, comme le conducteur de cette voiture. Prenez une bonne inspiration, vous soufflez tranquillement, je vous dis que vous arrêtez. Le dépistage d'alcoolémie est négatif. Parfait, merci. Mais les gendarmes remarquent le regard un peu absent du jeune homme. Des produits stupéfiants? Ah bah oui. La dernière fois, c'était quand? Hier. Hier? Vers quelle heure à peu près? 9h. Ils vont donc le soumettre à un test salivaire. Je vais vous demander de tirer votre langue. Ah, plus grande. Reste encore comme ça. Je vais prendre l'intérieur des joues. Encore. C'est tout bon. Ça donne quoi ici en haut? Ouais, ça part en haut calme ici. Ouais, ok. Donc on va se diriger sur l'hôpital. Le jeune homme ne prend pas tout de suite conscience de la gravité des faits. On va aller à l'hôpital, vérifier. Faire une prise de sang. À l'hôpital de Mâcon. Allez, venez. Plus que sa partie de pêche, le jeune homme risque de perdre gros. Les sanctions sont les mêmes que pour la conduite en état d'ivresse. Les peines varient en fonction du taux de substance dans le corps. Le test réalisé au bord de l'autoroute indique simplement si la personne a consommé récemment du cannabis. Seuls des examens sanguins peuvent révéler le taux exact. Vous pouvez appuyer ? Je peux récupérer les tubes, docteur, c'est bon ? Ouais. Les tubes de sang sont scellés et envoyés au laboratoire. Les résultats seront connus dans quelques jours. De toute façon, je vous dis, si vous avez fumé il y a quelques heures en fait en arrière, vous êtes encore sous l'influence du cannabis, c'est certain. Même si vous n'avez pas l'impression de l'être, quoi. Bah, l'effet, il est quand on... Non, justement, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est que l'effet, non, dure dans le temps, même si vous n'avez pas l'impression que ça dure... Qu'est-ce que ça fait alors? Ça diminue... L'alcool, bon, le champ de vision est limité, pareil, c'est c'est souvent similaire à ça aussi. Et vous, si vous consommez régulièrement, peut-être que vous n'avez plus l'impression que ça fait encore beaucoup de choses, mais vous avez peut-être des réflexes qui sont diminués, un champ de vision qui est peut-être aussi diminué, même si vous n'avez pas l'impression que ça vous fait plus rien, que maintenant ça vous fait plus rien, quoi. En Saône-et-Loire, sur les 5 accidents mortels qui se sont produits au mois de juillet, 4 impliquaient des conducteurs sous l'empire de stupéfiants. L'enquête sur le carambolage qui a provoqué 3 blessés graves progresse. L'adjudant Noël Guinaud a rendez-vous avec la procureure de la République. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Karine Malara a besoin de savoir exactement ce qu'il s'est passé pour engager ou pas la responsabilité pénale du conducteur qui serait à l'origine du drame. Voici le croquis. Donc là, on a schématisé l'axe de circulation, la route nationale 79. Donc le véhicule A se déporte au niveau de l'axe médian, percute le véhicule B qui arrive en face et se retrouve ici, à notre arrivée sur les lieux. Le véhicule B, suite au choc, est éjecté de ce côté. On a une notion de vitesse? Non. Vitesse normale? Les véhicules roulent à vitesse constante. Pourquoi la voiture se serait-elle déportée? Le gendarme et la procureure vont explorer plusieurs hypothèses. La piste du téléphone au volant est vite écartée. L'appareil a été retrouvé dans un sac de sport, à l'arrière du véhicule. Le fait que la personne n'a pas utilisé son téléphone au moment de l'accident. Donc à ce moment-là, j'ai renvoyé également des réquisitions pour que... En revanche, la fatigue, responsable d'un quart des morts sur la route, pourrait être une explication. En particulier sur cette fameuse RCEA.
L'axe qu'il a emprunté, la RCEA, donc il y a beaucoup de portions qui sont limitées à 90 km/h. Oui. On est de toute façon sur une longue ligne droite, c'est ça, voilà. Donc, effectivement, donc une ligne droite qui favorise éventuellement l'endormissement. Sur l'état de santé antérieur de cette personne, puisqu'on s'était posé la question d'un éventuel malaise, on n'a pas d'indication médicale pour le moment. Son épouse m'a dit que son mari avait été victime d'un infarctus du myocarde en 1992 et qu'il était actuellement soigné pour des problèmes cardiaques. Si l'hypothèse du malaise est validée, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée. En revanche, s'il a bien commis une faute de conduite, il sera mis en examen. Et dans ce genre d'accident, si l'un des blessés décède, l'auteur risque la prison. Lorsqu'il y a un homicide involontaire, c'est-à-dire que malheureusement des personnes sont décédées dans l'accident, les peines encourues peuvent aller au plus haut jusqu'à 10 années d'emprisonnement en fonction des circonstances. Et ces circonstances, ça dépend de la faute commise. Donc, par exemple, si la personne était en état alcoolique, le conducteur responsable, j'entends, si il a commis une faute délibérée, à ce moment-là, les peines sont aggravées. Merci pour le déplacement. Je m'accompagne. Ces enquêtes peuvent prendre plusieurs mois. Voilà. Bonne journée. Les victimes, elles, sont marquées à vie. Cinq mois après son accident, Nadine ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. C'est le trou noir. Elle n'a gardé aucun souvenir du choc et l'enquête n'est pas terminée. Elle a accepté de nous accompagner sur les lieux. Donc voilà, ça s'est passé par là-bas. Moi, j'arrivais donc de Tournu, de cette route. La 6, voilà, je rentrais chez moi, direction de Mâcon. L'accident est survenu là dans le virage. Le monsieur qui est décédé malheureusement, arrivait de Mâcon dans ce sens-là. Le 13 mars dernier, Nadine, employée de la Poste, rentrait d'un dîner entre collègues. Un peu avant 23h, sur cette départementale, une voiture qui venait en sens inverse se serait déportée avant de la percuter. Une collision frontale d'une grande violence. 20 pompiers de Mâcon sont mobilisés. L'homme qui conduisait cette voiture décède quelques minutes après le choc. Nadine, elle, dans la voiture grise, est dans un état critique. Il y a urgence. Elle est compressée par le tableau de bord. Pour la sortir de là, il faut découper le véhicule. Elle sera transportée à l'hôpital de Dijon, où elle restera plus de 3 semaines. Elle souffre notamment d'une triple fracture de l'avant-bras et d'une fracture de la cheville. Elle n'a jamais voulu voir aucune photo de l'accident. Non, j'ai pas envie. Je me dis que ma mémoire a fait obstruction de l'accident, donc pourquoi reprovoquer les choses ? Pourtant, Nadine aimerait savoir qui est responsable. A priori, sa voiture n'a pas dévié de sa trajectoire, mais sans conclusion judiciaire, ses doutes demeurent. J'aimerais connaître les circonstances de l'accident, malgré tout. Savoir si j'ai une part de responsabilité ou pas. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas encore déterminé. Aujourd'hui, Nadine se bat encore pour retrouver le plein usage de son bras, de sa main gauche et de sa jambe. Alors, vous commencez par la marche déjà ? Chaque semaine, elle doit faire 4 séances de kiné et 2 séances de balnéothérapie. On marche avant, allez. On se refait une marche avant avec le bon bras. Voilà. Mais là, j'ai du mal à synchroniser mes pas et surtout, j'ai du mal, le pied qui a été accidenté, à le faire travailler plus que l'autre. On tend la jambe et on revient. On plie, on tend la jambe et on revient. On plie, on tend la jambe. Peu à peu, grâce aux exercices, ses douleurs s'apaisent. Mais Nadine gardera des fragilités. On y va, allez. Ça fait aussi partie du soin, je crois, c'est de faire comprendre qu'il y a forcément quelques séquelles à accepter. Il faut savoir faire aussi le deuil d'une partie de tout ce qu'on pouvait faire avant. Il y a un avant et un après.
Et je pense que de pouvoir le vivre de façon sereine, c'est aussi une démarche qu'on doit faire, que l'équipe de soignants autour doit accompagner et faire accepter. Dans 10 jours, elle doit subir une nouvelle opération, une greffe osseuse de l'avant-bras. En France, sur les 7 premiers mois de l'année, plus de 40 000 personnes ont été blessées dans des accidents de la route. Non, vous reculez à nouveau, le bras du même côté. On les appelle les anges gardiens de l'autoroute du Soleil. Philippe Vendroux, 49 ans, est patrouilleur sur l'A6. Seul dans son fourgon, il assure la sécurité des automobilistes sur un tronçon de 20 km. En Paris, j'ai des débris de pneus sur les voies. Il y a un poids lourd un petit peu plus loin, on lance le dépannage. Ok, c'est bien reçu. Ce jour de grand départ, il fait 31 degrés, plus de 40 sur le bitume. Des températures élevées, propices aux éclatements de pneus. Ça va pas être facile là. Philippe doit ramasser ce pneu de camion qui pourrait causer un accident à tout instant. L'opération est risquée. Il faut attendre le bon moment pour se lancer. Reste encore le garde-boue du poids lourd. Sur la voie de gauche cette fois. La circulation est trop dense. Il se réfugie sur le terre-plein central, au risque d'être touché par les débris qui volent. C'était chaud là. Plus que chaud là. C'est vite compliqué. L'été, l'autoroute du Soleil est la plus fréquentée de France. Plus de 87 000 voitures l'empruntent chaque jour. Journée classée rouge sur les routes de France en direction du sud. Bouchons, chaleur et accidents. Le départ en vacances est souvent une aventure. Merci. Au revoir. Pour tous ceux qui travaillent sur l'autoroute, comme pour les automobilistes. « 6 heures du matin. Cédric, un analyste marketing de 42 ans, s'apprête à traverser la France. C'est le grand départ. Je pars à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud, juste à côté de La Ciotat. Donc, enfin la mer. Cédric part rejoindre sa belle famille pour 3 semaines de vacances. Pour faire les 8 heures de route, il ne sera pas tout seul. Il s'est inscrit sur un site de covoiturage. 3 personnes ont répondu à son annonce. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Marika, une franco-russe de 76 ans, qui possède une maison au bord de la mer à côté de Toulon. C'est une petite valise, effectivement. Oui, j'ai pris les petites, mais il y a le problème qu'on m'a offert les fleurs et je ne peux pas les laisser. Cela vous gardez avec vous? Oui. D'accord. Très bien. Bon, allons-y. Il récupère ensuite Marie, 55 ans. Enchanté. Bonjour Cédric. Ça va? Ça va et vous? bien? Oui. Qui part voir sa petite fille de 2 ans et demi à Aix-en-Provence. C'est un casse-tête chinois, les bagages, hein, Cédric? C'est un Tetris. Faut jouer au Tetris. C'est là. Voilà. La dernière passagère, Bonjour Amandine. Amandine, une étudiante de 19 ans. Ouais. Elle rejoint son petit ami en Corse. L'aventure du covoiturage va commencer par un petit accroc. Ah, c'est mec, je suis en confiance. J'ai pensé qu'il était parti.
J'ai à peine touché. Ah, je suis vraiment désolé. Et alors, vos premières impressions à l'arrivée dans la voiture de Cédric? Alors après ou avant qu'il soit rentré dans la voiture de derrière? Donc avant très bien et après... Un peu moins. Bon, on verra. Chacune a payé 45 € à Cédric, 100 € de moins qu'un billet de train en ce jour de grand départ. Grâce à cela, lui rentabilise entièrement son trajet. Mais entre la récupération des passagères et l'arrêt à la station essence, la voiture va quitter Paris avec 1 heure de retard. Problème, Amandine a un bateau qui part à 18 h de Marseille. Donc 14h34 supposé arriver, 7h13. Mais avec les arrêts, ça fait un peu plus. Putain, là, le ferry, tu le rases. Ouais, mais je crois que là déjà, on est bien parti pour. Hein. Je le sens un petit peu mal quand même. Hein. Non, parce que du coup, on peut pas aller à la vitesse qu'on veut quand même. Amandine sait qu'avec les pauses toutes les 2 heures et les 500 km de bouchons prévus ce jour-là, leur voyage va être une course contre la montre pour attraper son bateau. Sur la plus grande aire de repos de l'autoroute A6, 21 000 personnes sont attendues ce jour-là, avec impatience. Pour le directeur de la station-service, Jean-Baptiste Letouzé, 36 ans, c'est l'un des week-ends les plus importants de l'année. Bonjour messieurs, dames. Jean-Baptiste commence sa journée par un petit tour de station. 600 places de parking et 110 hectares de terrain à vérifier et nettoyer. Vous ramassez tous les papiers? Eh oui, quand je les vois, je les prends. Pourquoi? Parce que ça fait sale. Ça donne pas une bonne image de la station. Qu'est-ce que c'est? Un bas de caisse en plastique. Les gens jettent tout et n'importe quoi. Ça va? Eh ouais. C'est quoi? C'est des culottes. On trouve d'autres choses sur l'autoroute. Entre juillet et août, Jean-Baptiste réalise plus de 30% de son chiffre d'affaires annuel. La plus grosse recette, le carburant. Vous avez combien de milliers de litres d'essence? En tout? Ouais. 36 000. 36 000 litres d'essence. Oui. Et c'est parti, ça sera parti dans combien de temps? Là? Oh bah ce sera parti dans la matinée. Dans cette station, une voiture entre toutes les 10 secondes les jours de grand départ. Dès 8 heures, arrivent les touristes étrangers venus du nord. Ils ont pris la route la nuit. Les Parisiens débarqueront un peu plus tard. 65, 70, et merci. Au revoir et bonne route. Unterschrift, s'il vous plaît. Oh, merci. En 35 ans de caisse à cette pompe, Denis est devenu polyglotte. Ok, donc, au revoir. Fidarzen. Number 8, please. 8, alors la 8. 37, 74. Vous savez même parler Le belge. Une fois seulement. Et pourquoi vous leur dites un petit mot toujours dans leur langue? Parce que ça leur fait plaisir et puis voilà, avec le sourire et tout, comme ça ils sont un peu moins dépaysés. Voilà, bonjour. Vous parlez anglais? Mais dès qu'il s'agit de renseigner en anglais un client, ça devient plus compliqué. Là-bas, c'est camion, le gros camion. Le pistolet est gros, big. Et non possible réservoir. Ah, c'est cette pompe-là alors. J'ai fait un peu d'anglais à l'école, mais bon, avec une moyenne de 2 ou 3... Bonjour monsieur. Bonjour la 8. La 8. Dans la journée, 2000 véhicules devraient faire le plein. Au revoir, à bonne route. Sur les aires de repos, seulement 30% des voyageurs achètent en boutique. Par contre, tout le monde s'arrête aux toilettes. En ce jour de grand départ, Sylvie, mère de famille de 56 ans, les nettoie toutes les demi-heures et change ses gros rouleaux de papier toilette. Sylvie, pour combien de mètres ces rouleaux? 20 km. Et vous en passez combien? J'en passe à peu près un à l'heure. Un à l'heure. Des grands départs comme ça. Ce week-end, 770 km de papier toilette vont être utilisés. La distance entre Paris et Marseille. 15 minutes pour nettoyer les toilettes des femmes. Oui. Oui, c'est le début. 10 pour celle des hommes. Sylvie ne s'arrête jamais.
Ah, ils ont tout piqué les brosses, croyez-vous. Il est parti avec la brosse. Il en est vraiment, il part en vacances et il faut qu'il vole parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter une brosse. Franchement. Ah ouais, on a fait faire une enquête. Là, attention, hein, c'est... Les empreintes et tout. Ce mois-ci, Sylvie s'est fait voler 5 brosses à Récuret. Dans la réserve, il ne lui en reste plus qu'une. Et voilà. Malgré ses passages réguliers, les toilettes ne restent jamais propres plus de 5 à 10 minutes. Sur la route, en cette fin de matinée, les vacanciers sont de plus en plus nombreux. Surveillés de près par le poste de contrôle de la 6. Ici, 280 caméras sont braquées sur les 500 km de bitume. 313 Paris-Lyon. Allez, c'est reparti. Jocelyne Proietti, 49 ans, est la responsable de cette tour de contrôle. Tu surveilleras ton bouchon de la boisse, il rétrécit. Elle a commencé sa carrière sur la 6 dans une cabine de péage pour un job d'été. 31 ans plus tard, elle dirige 25 personnes en charge de la fluidité du trafic. En un seul coup d'œil, nous avons une idée de la densité du trafic qui arrive du nord. Là, on a les stations de comptage qui vous donnent le comptage en véhicules heure. Ici, 4140 véhicules toutes les heures. Le seuil de saturation de la 6 est à 3600. Je pense que c'est le trafic estival tout simplement. Pour l'instant, ça passe. Mais au moindre grain de sable, un bouchon peut se former. 24 heures sur 24, 4 opérateurs scrutent les écrans et appellent l'un des 25 patrouilleurs en cas de problème. Bonjour, bretelle de sortie de Chalon-Sud. On a un poids lourd arrêté à 150 mètres de la barrière. Ce camion se trouve dans le secteur de Philippe Vendroux, à une centaine de kilomètres de là. Oui, donc j'arrive sur place à Chalon-Sud. C'est bien reçu. Là. Le semi-remorque empiète sur la voie de droite. Sa présence est dangereuse. Il faut qu'il parte plus vite. Le problème, c'est que le chauffeur n'est pas sur place. Donc je vais aller voir sur le parking si je le trouve. Si tu as la cam dessus, tu me tiens au courant. Ok, c'est bien reçu. T'as pas vu un chauffeur poids lourd, non? Tant qu'on n'a pas le chauffeur, on ne sait pas ce qu'il a exactement. Donc s'il lui faut un dépanneur, le plus tôt il est envoyé, le plus tôt il est dépanné, le plus tôt il a quitté la plateforme de péage, c'est mieux. C'est le contrôleur qui va repérer le chauffeur sur la caméra, un bidon à la main. Visiblement, il était en panne d'essence. Ouais, donc j'ai en visu caméra, donc on a le chauffeur qui revient vers son véhicule, hein, vers le poids lourd. Il est toujours un dépanneur. Pour éviter de payer un dépannage, Problème? les chauffeurs poids lourds préfèrent souvent se débrouiller seuls. Ils ont toujours pour 5 minutes. C'est un grand classique. Puis des fois, au bout d'une heure, ils sont toujours là. Ça peut paraître surprenant, mais tomber en panne d'essence sur l'autoroute est passible d'une amende de 75 €. Allez, go! Une demi-heure, pas plus, hein. Ok? Pour que le poids lourd libère la voie au plus vite, Sinon, c'est dépanneur, hein. Philippe doit jouer aux assistants pompistes. Même pour cette banale intervention, il ne quitte jamais des yeux la circulation. L'année dernière, en France, 18 patrouilleurs ont été blessés, dont 3 grièvement. Pour ce métier à risque, Philippe touche environ 2000 € par mois. En 23 ans de carrière, il a frôlé la mort à 5 reprises. Il a gardé les plaques des points kilométriques de ses accidents. Donc, en fait, c'est un peu dans l'ordre d'apparition. Par chance, il n'a été blessé que légèrement. L'accident qui l'a le plus choqué, c'était en 2000. Philippe venait à peine de descendre de son fourgon quand celui-ci a été pulvérisé par un poids lourd. Au moment où il faut qu'on descende du fourgon, on se trouve dans la caisse pour prendre le matériel, les cônes, etc. C'est un moment où on est très vulnérable parce que on est protégé de rien, quoi. Est-ce que vous avez peur pour votre vie des fois? Le jour où vraiment je commencerai à me poser des questions, je pense qu'il faudra que je me pose la question d'arrêter, de changer d'activité, quoi. Tout simplement. Oui, clairement. Parce que si on a peur, il ne faut surtout pas y aller, quoi. C'est durant les vacances scolaires que les services de patrouilleurs et de dépannage sont les plus sollicités. Scalom,
Sa femme, leurs 2 enfants et leur chien sont partis la veille du Danemark. Ils devaient rejoindre l'Espagne, mais la voiture en a décidé autrement. C'est peut-être un problème avec la batterie, je sais pas vraiment. Stéphane Rotinck est l'un des 46 dépanneurs agréés de l'autoroute. Break, problème de frein. Il est arrivé sur place en moins d'une demi-heure. C'est une obligation pour lui. Appelez l'assistance, votre assurance. Assistance. Assistance. Ouais. Et vous demandez un traducteur français à l'assurance. Tu as le numéro de l'assurance? Oui, oui. Heureusement, Scalom a une assurance qui fonctionne partout en Europe. Alors voyons voir. Je vous donne le numéro d'enregistrement? Les 185 € de remorquage de la voiture seront entièrement pris en charge. Ça se passe bien. Ça va pas que ça va être compliqué. Trouver un hôtel, trouver un taxi pour l'emmener à l'hôtel, tout ça. Ça va. Une bonne assistance. Pour Scalom et sa famille, le voyage n'est pas près de se terminer. Direction le garage du dépanneur, à 15 km de là. Il nous filme et on va les filmer aussi. La famille prend la situation avec le sourire. Mais être naufragé de la route ne dispense pas de payer le péage. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Ticket payage, please. Et carte monnaie. Please. Merci. Au garage, un taxi prévu par l'assurance est censé les emmener à l'hôtel en attendant que leur voiture soit réparée. Mais là, personne ne les attend. Pour les clients en panne, une vingtaine ce week-end-là, Stéphane met à disposition un bungalow. Pas vraiment une résidence de vacances, mais des toilettes et un canapé si l'attente s'éternise. C'est dur, il fait vraiment chaud ici. Qu'est-ce qu'on va devenir, papa? Ce n'est que 3 heures après leur dépannage que le taxi arrive enfin. Leur voiture ne sera réparée que dans 2 jours. Il faut prendre les bouteilles d'eau, là. La famille devra passer le week-end à Chalon-sur-Saône avant de reprendre sa route vers Barcelone. Pour les covoitureurs, le voyage ne va pas se passer non plus comme prévu. Après 3 heures de voiture, c'est la première pause pour Cédric et ses passagères. Ça fait du bien. Pour l'instant, aucun bouchon sur l'autoroute A6, tout roule. Ils ont même rattrapé leur retard. Amandine est dans les temps pour avoir son bateau à Marseille. Vous avez pris quoi, vous, alors? Café. Ah oui, Double mais il y a espresso. tellement de types de café. Double espresso. Il faut bien ça pour tenir les heures, non? Ouais. Voilà, c'est minimum. Mais une mauvaise nouvelle, annoncée par la radio de l'autoroute, va venir perturber leur pause café. Sur les routes de France en direction du sud. On nous signale 9 km de bouchons dans le Donc là, secteur c'est de le- Beaune à la suite d'un accident qui s'est produit tout à l'heure. Il est conseillé d'éviter cette partie sud de l'autoroute A6. Il faut prendre son mal en patience et puis croiser les doigts. Mais normalement, ça devrait le faire. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'autres accidents, parce que là, c'est clair que c'est compliqué. 60 km plus loin, le fameux bouchon est bien là. Les 4 voies sont bloquées. Pour l'éviter, Cédric propose un itinéraire bis à ses covoitureurs, avec l'aide de son GPS. Ah, par contre, il me fait prendre Dijon. Ok. Il me fait sortir là. La fois, s'il fait sortir là, c'est de bouchon après. Ouais. En principe. Voilà, on va l'écouter. Je sais pas du tout si je fais bien, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a. Oui, voilà, c'est ça qui sert. Hein, Ouais. Fini les 130 km/h. Nous sommes sortis des sentiers battus. C'est joli en même temps. Voilà. Un petit château en face. Ah ouais. C'est les vacances à la campagne là. À cause de cet accident, ils vont perdre 2 heures. Le GPS leur prévoit une arrivée à 18h à Marseille, l'heure exacte du départ du ferry d'Amandine. Comme Cédric, des milliers d'automobilistes ont quitté l'autoroute. Du coup, la station essence de Jean-Baptiste est quasi déserte. Il n'y a plus grand monde aux pompes. Là, il y en a 4 de prise et 8 de libre.
Là, normalement, il y a des voitures jusqu'où? Des véhicules jusqu'au stop, avant le sens interdit. Et aujourd'hui, bah, il y a de la place. Ce jour-là, l'accident causera à Jean-Baptiste un manque à gagner de 40%. « 70 km après la perturbation, les gendarmes du peloton autoroutier de Mâcon sont à l'affût. Ils en sont persuadés. Certains automobilistes vont tenter de rattraper le temps perdu dans les bouchons. 149, 150, 152, 159. Ok. Tiens. Le monospace Renault gris qui nous passe devant. Un camion là? Derrière le camion. C'est le Giro. Ah ouais. Il est juste là, le monospace. Scénic. Ok. Pour le rattraper, les gendarmes disposent d'une voiture surpuissante, capable d'atteindre les 100 km/h en 6 secondes. Arrivés à sa hauteur, ils obligent le conducteur à sortir à la prochaine aire. Monsieur, bonjour. Contrôle gendarmerie. Je vais vous demander votre Dans la voiture, s'il vous plaît, la carte. des vacanciers qui sont sur la route depuis 7 heures, dont plusieurs passés dans les bouchons. On vous a contrôlé à 159 km/h pour 130. Vous risquez une amende de c'est 90 € et la perte de 2 points sur votre permis. Il y avait un peu de place, on a roulé un peu plus vite que d'habitude. Avec les enfants derrière, on roule pas trop vite non plus, mais là on était pressés, les enfants sont un petit peu fatigués derrière. Traquer la vitesse, mais aussi les conducteurs dissipés. Comme le chauffeur de ce bus qu'ils viennent de dépasser. J'ai halluciné ou quoi? Non, j'y arrive pas. Il est en train de taper un texto, le chauffeur de bus. Ouais. Le chauffeur de bus qui est en train de taper un texto. A priori, le bus est vide si j'ai pas mal vu, mais je suis pas sûr. En réalité, le bus est plein. Il transporte un groupe d'adolescents en colonie de vacances. Monsieur, bonjour. Gendarmerie. Vous savez pourquoi je vous contrôle? Ah, vous regardez simplement l'heure? Oui. D'accord. Ok. Tenez, monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Non. Je sais pas, vous êtes déjà au téléphone, donc quand vous conduisez, je vous demande de souffler 5 secondes sans vous arrêter, d'accord? 0, parfait. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Je vous explique, vous allez faire l'objet d'un procès verbal qui a entraîné la perte de 3 points et une amende de 90 €. Et finalement, vous faisiez quoi, monsieur, avec le téléphone, alors? Regardez l'heure. Mais vous avez regardé l'heure quand même. Enfin, nous, on était... Non. Je vois ce que je veux dire, c'est passé quelques mètres avant que... D'accord. Et vous nous avez pas vu arriver derrière? Non. C'est peut-être à cause du téléphone avec les yeux sur l'écran, non? Professionnel de la route, donc c'est bien que j'ai pas fait. Je vois, mais aujourd'hui, nous, on constate que vous avez, je sais pas, peut-être 40 personnes dans le bus, des jeunes, et vous faites usage du téléphone. Pas à le faire, oui, je l'ai fait. Ah, mais c'est juste pour vous dire que c'est dangereux, quoi. Après, D'accord. 150 000 km par an. Charge pour vous de... L'utilisation d'un smartphone au volant multiplierait par 24 le risque d'avoir un accident. Ce jour-là, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. À quelques centimètres des voitures qui roulent à vive allure, ces 2 touristes suisses et belges ont entrepris de faire du stop sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pareil. Moi, send to do that. OK? C'est un peu fou pour nous. On vient juste de rentrer d'Inde, c'était la folie. On vient juste d'arriver ici et c'est encore complètement fou. Pour sortir ces jeunes inconscients de l'autoroute, C'est la première fois que je vois ça. les gendarmes ont appelé un patrouilleur. Ils leur feront grâce des 11 € d'amende prévus par le code de la route. Après 10 heures de voyage, Cédric et ses covoitureuses arrivent enfin à Marseille. Parce que normalement, il faut qu'on soit... Oh punaise, mais non, mais il est là le bateau, il y a un... Il est en bas, là, le bateau? Porte Chantrac, tout droit. Gare maritime, Porte Chantrac, tout droit. Amandine a à peine 20 minutes pour embarquer. Ça, je te laisse sortir. Elle n'a pas eu le temps de repasser chez elle
Ses grands-parents lui ont apporté ses valises et son billet directement au port. Oui, et toi? Oui, ça va. Allez. Ah, c'était chaud patate, hein. Billet. Merci beaucoup. Et la valise. C'est bon, le sauveur d'Amandine, oui. Ça y est, là, c'est bon, je peux me détendre totalement. Ça y est, quoi. Enfin. Après avoir déposé toutes ses passagères, Cédric aura mis 12 heures pour rejoindre Saint-Cyr-sur-Mer, 4 de plus que prévu. Hop. Il retrouve sa belle-mère France. Un petit fond. Merci. Allez, alors bonnes vacances. Bien mérité, bien mérité. Pour Cédric, demain ce sera à Plage et Farniente. 3 semaines de vacances, avant de reprendre l'autoroute dans l'autre sens. C'est un petit village perdu au milieu des vignes, entre Narbonne et Béziers. Un clocher, une place, 2 cafés pour 3700 habitants. Mais depuis 3 ans, ils cohabitent bien malgré eux, avec de nouvelles voisines pas très discrètes. Des dizaines de prostituées d'origine roumaine aguichent les automobilistes sur la seule route qui traverse la commune. Cette départementale, Claude l'emprunte depuis 30 ans. Il était facteur. Aujourd'hui, dès qu'il sort de chez lui, il tombe inévitablement sur ces filles en petite tenue. Et ça l'indispose. Celle à droite, elle est partie déjà. Regardez au bord de l'écart. Il y a un client. Allez, allons-y. Il est 11h du matin et on compte déjà 33 filles sur un tronçon de route de 12 km seulement. Alors là, à gauche, vous en avez là. Ça commence à camper. Et souvent, là, elles sont à poil. Hein. Il y en a une là, elle est belle, celle-là. Ça devient une psychose, là, de vivre avec ça. Ça me dérange beaucoup, quand même. Là, nous sommes à une moyenne de 35-40. Hein. Et 3-4 ans en arrière, il y en avait 3-4. Aujourd'hui, il y a une prostituée tous les 400 mètres environ. Le verre est dans l'arbre. Ce que Claude et tous les habitants supportent mal, c'est le balai incessant des clients. Ils embarquent les filles et les conduisent dans les vignes ou sur les chemins agricoles tout proches. Ils baissent leurs pantalons pour quelques minutes de plaisir tarifé, mais ce n'est jamais très discret. Résultat, les abords de la route sont excessivement sales. Lingettes, emballages et préservatifs jonchent le sol par centaines. Le problème, c'est quand prostituées et clients s'invitent sur les terrains privés pour leurs ébats. Claude en a surpris dans son propre jardin, à quelques mètres de la porte d'entrée de sa maison. C'était il y a 3 mois. Et voilà, ce qui est arrivé en plein après-midi, donc. Hein. La prostituée donc, était ici, appuyée, comme ça. Alors, le gars, le client, derrière. Une autre assise ici, qui observait, voilà. Je suis descendu. Donc, gros coup de klaxon. Le gars, il est parti en courant en voiture, il a fait marche arrière complètement jusqu'en haut. Il y en a une qui est partie assez rapidement, marchant assez vite. Et puis l'autre, j'ai été obligé un petit peu, avec le bâton, de la chasser. Sur 50 mètres, elle me montrait le cul sans arrêt, quoi. Comme ceci. Tac, 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 tac. Voilà, ici, donc, c'était vers les 15h30, 16h. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Le terrain de Claude fait 3000 mètres carrés. Il n'est pas clôturé. Vous voyez, là, il y a de l'ombre, même l'été, c'est très agréable. Donc, le spectacle se passait par là, des fois par là. Ils ont peur de rien, hein. Montent là, et voilà. Claude a appelé les gendarmes à de nombreuses reprises pour qu'ils délogent les prostituées. Il a installé ses panneaux et aujourd'hui, les filles de joie se contentent de travailler sur le chemin qui longe sa propriété. Il y a encore quelques trucs là. Terre, encore. Mais il n'y a pas que les habitants du village que ces filles horripilent. Sylvie est une vieille routarde du sexe tarifé
plus de 40 ans de tapin, les 24 dernières années passées à cet emplacement dans sa camionnette. Oui. La plupart de ses clients sont des habitués. Ça va? Ouais. Eh bien écoute, si tu dois venir maintenant, oui. Sinon je me tire. Jusque-là, elle n'était que 3 ou 4 prostituées à travailler sur cette route. L'arrivée massive de jeunes Roumaines, c'est très mauvais pour les affaires de Sylvie. J'ai quelques habitués, mais de moins en moins, quoi. Parce que il y a trop de concurrence, il y a trop de filles. Mais là, on est obligé de partager la poire en combien? À 60. Je fais plus une thune, moi. J'ai 60 balais, j'ai besoin de bouffer. Et voilà, et puis elle passe le boulot, elle monte sans capote. Il n'y a pas d'hygiène. Regardez-moi dans mon camion, j'ai quand même le truc pour me laver les mains. J'ai le truc pour désinfecter au cas s'il y a des microbes. J'ai même des masques au cas où il y a des épidémies. Et elles travaillent sans hygiène, sans rien quand même. Et puis elles ont fait partir toutes les Françaises quand même. Combien on est de Françaises sur cette route? Il y a Sophie, il y a la Chantal, l'autre Vandouille. On est 4. Hein. 4 Françaises sur 50 ou 60 Roumaines. Comment des dizaines de prostituées roumaines ont-elles soudainement atterri sur cette petite route de campagne? Sont-elles exploitées par des proxénètes? Nous allons à leur rencontre en nous faisant passer pour des clients. Bonjour. Bonjour. La pipe 30, la pipe l'amour 50. Comment vous vous appelez? L'amour? La plupart d'entre elles ne parlent pas français. Nous tentons d'établir le dialogue dans un mélange d'espagnol et d'italien. Maria dit avoir 30 ans. Vous parlez français? Non. Estás aquí desde... Vous êtes en France depuis longtemps? Je suis arrivée en France il y a 2 semaines. Il n'y a pas de travail, pas d'argent en Roumanie. Et j'ai 3 enfants là-bas. Béatrice, 23 ans, nous explique qu'elle travaille ici depuis 3 mois, par nécessité. Bonjour. Il faut que tu comprennes, il n'y a aucune fille sur la route qui fait ce métier pour le plaisir. On fait ça pour l'argent. Mais vous avez un chef qui s'occupe de vous? Oui, j'ai au moins 10 chefs. 10 chefs? Et ils vous contrôlent? Mais non, je suis seule. J'ai pas de chef. Vous habitez où? Moi? Oui. À Béziers, à l'hôtel. Dans un hôtel? Comme Béatrice, Maria, ici en débardeur jaune, nie être soutenue par des proxénètes. Pourtant, nous les avons filmés quelques heures plus tôt se faire déposer en voiture. Au volant de ce monospace gris immatriculé en Bulgarie, un homme d'une trentaine d'années. Maria est ici à gauche. Tous les matins vers 10h, les prostituées sont placées sur leur lieu de travail par des hommes qui repartent aussi secs. Les filles se changent sur le bord de la route. Et le soir, vers 20h, d'autres voitures viennent les récupérer. Bonjour, je peux vous parler 2 minutes? On est journaliste, on veut juste vous poser des questions. Pour essayer d'en savoir plus sur ces chauffeurs qui transportent des prostituées à longueur de journée, nous suivons le monospace gris, immatriculé en Bulgarie. Il se dirige vers le hameau de Bessan, en périphérie de Béziers, pour se garer au beau milieu d'un camp de caravanes. Bonjour. On peut se parler, on est journaliste. C'est l'homme en débardeur blanc qui conduisait le monospace. Vous parlez français? Non? Et journaliste? Reportage. Prostitution sur la route. Dans le camp, une quarantaine de caravanes en piteux état. Bonjour monsieur. Y a pas un chef? En pleine journée, très peu de femmes et des hommes pas très bavards. Y a pas de chef ici? Impossible de savoir s'ils sont proxénètes ou simplement les familles, les maris des prostituées. En tout cas, au village, ces hommes qui gravitent autour des prostituées créent la psychose chez certains habitants. Ce couple, qui souhaite garder l'anonymat, est terrorisé, excédé par les filles qui tapinent près de leur domicile. Ils ont pris des photos. 2-3 jours, on en a chassé 3 encore. On leur demande de partir, mais elles sont agressives. Elles disent qu'elles sont chez elles. Elles nous traitent tous les noms, elles nous insultent. Et elles nous menacent de nous envoyer les garçons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Leurs souteneurs, pour régler leur compte.
On a peur des représailles, simplement. Voilà. Qu'on s'attaque à nos biens, qu'on s'attaque à nos personnes. Parce qu'il me déboule à 4, je suis tout seul, je suis monté comme une escabèche, comme on dit dans le midi, et je vois pas quoi je pourrais me défendre si 4 mecs me tombent sur le dos. Depuis quelques mois, ils ne dorment plus tranquilles. Ils se sentent en danger dans leur propre maison. On dort avec le fusil au pied du lit. Je sais que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit. Même les flics m'ont dit qu'ils me foutraient les bracelets si je m'en servais, mais malheureusement, on est obligé. Hein. Je suis pas criminel, j'ai mis du gros sel dedans. Parce que le gros sel, c'est très dangereux, mais ça tue pas. Depuis quand vous avez ça? Depuis qu'il y a trop de putes et que j'ai trop la trouille. Oh, pardon. Ouais, je suis pas un spécialiste. Hein. L'homme n'a encore jamais eu recours à son fusil. À ce jour, personne n'a porté plainte pour des violences attribuées au proxénète. Mais sur la route, il y a un danger bien réel. Les coups de frein, les demi-tours intempestifs et les automobilistes distraits par les filles provoqueraient beaucoup d'accidents. 2 voitures ont fini dans le fossé au cours de notre tournage. Pour les gendarmes, l'insécurité routière n'est pas plus importante ici qu'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas la vie de cet homme. Nous l'appellerons Jacques. Il porte une perruque et des lunettes car lui aussi craint les représailles des souteneurs. Accompagné de sa maman, Jacques veut nous montrer où son frère est mort, à cause, selon lui, des prostituées qui aguichent habituellement les automobilistes à cet embranchement. C'était en mai 2011. C'est un endroit hyper dangereux et... Où a eu lieu l'accident exactement? Ici, là. Là. Mon frère arrivait de ce côté, en moto, et le véhicule est arrivé de ce côté. Il a tourné, il a percuté mon frère. Comme on peut le voir sur les photos de l'accident, l'automobiliste a tourné à gauche en direction des vignes. Il percute la moto de plein fouet. Frédéric, 31 ans, et sa compagne Ludivine, 28 ans, sont tués sur le coup. Et pourquoi il a tourné? Il n'y a qu'à voir, il y a prostitué. Il y a même des déchets, vous avez encore là. Vous avez regardez, des lingettes. Des lingettes, encore là, c'est... Ben voilà, oui. Tout ça parce que y a des gens autour là qui se montrent un petit peu nus. Il y a qu'à regarder même un peu plus loin, vous en avez encore là-bas. C'est le cinéma en plein air. L'automobiliste qui a percuté les 2 motards s'est toujours défendu d'être allé voir des filles ce jour-là. Pour Jacques et sa maman, la prostitution est partout, même au cimetière. Dès qu'ils lèvent la tête, ils ont une vue imprenable sur la route. On a une vue, c'est extraordinaire, on se dit. C'est génial, quoi. On n'a même pas le temps de se recueillir. On a déjà cette image, et ça m'horripile. Même ici, il y a des préservatifs usagés. Ça, c'est pas croyable, ça. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible, ça. Comme eux, la plupart des habitants du village ne supportent plus la prostitution dans leur campagne. Ils ont créé un collectif, et leur meneur, c'est Claude, le facteur à la retraite. Claude a obtenu que le maire organise une réunion publique extraordinaire. 200 personnes réclament du changement, tout de suite. Si vous voulez bien vous taire, je ne resterai pas tant que je n'aurai pas le silence absolu. Depuis 1 an, Claude et ses camarades signent des pétitions, écrivent au préfet, au ministre de l'Intérieur et même au président de la République. Mais rien ne bouge. Ancien leader syndical à la Poste, Claude prend le micro. Encore hier, c'était à poil, pratiquement, à 20h30. Il va falloir choisir. Ou c'est le bois de Boulogne du midi, ou alors on redevient, et c'est pas rigolo madame, ou alors on redevient ce que nous sommes, une ville touristique, propre. Donc nous voulons gagner ce combat à tout prix. Et là, il y a de la détermination, je te le dis en face aussi. Il y a de la détermination. Le maire n'a évidemment aucune solution miracle. Il essaye la pédagogie. En France, c'est un état de droit. C'est-à-dire, c'est le droit qui prime, c'est les lois. Et les lois, à un moment donné, pour qu'elles s'appliquent, il faut le temps. On ne le veut pas, c'est comme ça. On ne peut pas intervenir brutalement, tuer quelqu'un ou le juger. C'est pas possible, ça n'existe pas. Une enquête a été ouverte il y a 2 ans. Mais pour certains, ça ne va pas assez vite. C'est devenu insupportable. Il faut absolument que quelqu'un prenne les rênes, fasse quelque chose. Et que si c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose, c'est le maire. C'est pas nous raconter. Le maire, il est là pour régler les problèmes.
On n'est pas là pour trouver des solutions radicales. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous voulez qu'on prenne quoi? Le Kalachnikov comme tous les gens? Le maire est chahuté, mais garde confiance. Il sait que les gendarmes s'apprêtent à lancer une importante opération anti-proxénétisme. Une opération confidentielle, prévue de longue date. Pour tous les C6, on va faire mouvement avec la rame sur la gauche. 6 h du matin, 130 gendarmes doivent interpeller les macros de la départementale. L'adjudant Mathias Chiron travaille depuis 2 ans sur l'opération Proxo, c'est son nom de code. Elle débute dans le camp de Caravane que nous avions filmé quelques jours plus tôt. Les interrogatoires se font sur place. Les gendarmes mettent au jour un réseau de prostitution très structuré. Pour identifier les souteneurs, l'adjudant Chiron interroge les prostituées avec l'aide d'un traducteur. Comment vous appelez-vous? Comment on l'appelle? Comment? Vandana. Hein? Vandana. Vandana. Vandana dit avoir 22 ans. Vous dormez où? Dans une caravane là-bas. On y va. La jeune femme est arrivée en France il y a 2 mois. Depuis, elle vit dans des conditions misérables, sans eau ni électricité. Vandana partage cette paillasse à même le plancher avec une autre fille. Pouvez-vous ouvrir votre sac, s'il vous plaît? L'adjudant cherche le téléphone portable qu'elle utilise pour communiquer avec ses patrons. Bon, pas de téléphone alors. Un problème sau ceva, vin la... Il s'est fait tabasser par quelqu'un, par un client, et puis ils ont tout récupéré, la carte d'identité, le téléphone et tout. Pour protéger leurs souteneurs, les filles prétendent souvent ne pas avoir de téléphone. Nous retrouvons Béatrice, celle qui nous disait ne pas avoir de chef et vivre à l'hôtel. Je ne comprends pas français. En réalité, Béatrice, comme chaque prostituée, paye pour loger au camp. 20 € par jour. Un loyer extravagant de 600 € par mois, payé à 7 hommes. C'est le propriétaire des caravanes, un certain Alessandro. Ah, tu vas en besoin? Vous êtes placé en garde à vue aujourd'hui à compter de 8 heures. Pour proxénétisme. Deci pentru proxenetism, pentru infracțiunea de proxenetism. Da. C'est pas possible. Alessandro ne serait qu'un maillon du système. Les têtes présumées du réseau sont interpellées le jour même quelques kilomètres plus loin. Contrairement aux filles, les proxénètes présumés se partagent un gîte confortable de 280 mètres carrés avec piscine. 8 personnes au total. Voici leur chef, Dan, un Roumain de 38 ans. Selon les gendarmes, les prostituées lui reversaient les 3/4 de leurs recettes, entre 2 et 300 € par jour et par fille. C'est le 4e coup de filet anti-proxénétisme en 4 ans sur cette route départementale. Une semaine après l'opération, de nouvelles prostituées occupaient déjà les bas-côtés. La presse locale en a dénombré 39, des Africaines et des Roumaines.